On est déjà 22, c'est quand même génial. Merci à vous de nous suivre en tout cas. Et ben, je pense qu'on peut attaquer cette table ronde. Donc, merci à vous deux d'être là ce soir. Toi, Martial, c'est ta première participation. Je te demanderai juste après de te présenter rapidement. Aude, tu as déjà été une fois avec nous pour une table ronde. Je te demanderai aussi de nous dire un petit peu ce que tu cultives et depuis quand typiquement. Je vais refaire juste un petit point sur notre projet, donc sur les conférences sur les plantes carnivores. On fait à la fois des conférences et des tables rondes, comme vous le voyez ce soir. Le premier mercredi de chaque mois, on fait de la conférence autour du domaine des carnivores, donc. Que ce soit moi ou d'autres personnes, évidemment, des pros ou des particuliers, viennent faire des conférences soit relativement courtes, d'un quart d'heure, 20 minutes, soit plutôt longues sur des gros sujets de 50 minutes. Et tu m'entends pas sur Discord? Si, c'est bon? Si, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, d'accord, pardon. Et le troisième mercredi du mois, comme ce soir, on fait donc des tables rondes sur des sujets qui sont proposés par les participants. Et donc ce soir, on va donc parler de construction d'espaces de culture, donc que ce soit de serres, d'armoires Ikea, de hacking, de matériel d'intérieur ou de terrarium, aquarium. On va essayer de parler de ça. On va aussi vous demander un peu votre avis, si vous avez des tips, ce que vous avez fait vous-même, de quelle manière, quand, etc. Alors j'ai quelques news avant dont il faut que je vous informe. Le dernier sondage sur la plante du mois, ça a été donc Nepenthes bicalcarata dont on parlera ce soir, qui a été plébiscité, salut Axus, à 58%, Drosera fulva 14%, Pingicula laxifolia à 0%, comme Brocana reducta et Dionée muscipula B52 28%. Donc ce soir, c'est Nepenthes bicalcarata. Je vais repasser. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, le sondage, on le repassera après, c'est pas grave. Je voulais vous parler rapidement une manifestation, j'allais dire, à Porte d'Auteuil, qui s'appelle les Botaniques d'Auteuil, le 20 et le 21 avril. Je voulais vous passer rapidement les données. Hop. Donc, je vais vous afficher ça. Hop, dans la fenêtre au milieu. Je vais vous lire ça rapidement. Donc c'est samedi et dimanche prochain. Un week-end sous les couleurs des tropiques, événement botanique tout public mettant à l'honneur les plantes tropicales dans un univers exotique à découvrir ou à redécouvrir. Donc j'ai appris cet événement par Dionné qui sera présent avec un stand au programme. Donc il y a l'Arboretum de Paris, il y a le Jardin des Serres d'Auteuil, présentation des écosystèmes tropicaux, il y a le parc de Bagatelle, le parc floral, la grainerie du Jardin botanique, un laboratoire de culture in vitro de la ville de Paris. Donc si vous êtes pas trop loin d'Auteuil, je vous invite à y aller, ça devrait être ultra intéressant. Il y a des rendez-vous avec plein de choses, il y a des lycées, il y a Dionné qui donc participe avec présentation de plantes carnivores et vente de revues botaniques. Donc si vous voulez rencontrer les gens de Dionné, vous n'hésitez pas. Il y a des ateliers sans inscription et avec inscription. Je vous invite à regarder le site. Je vais remettre le lien. J'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir sortir. Il commence à faire beau, donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Je vous mets, moi personnellement je ne peux pas y aller, mais je vous mets quand même hop, le lien sur le site de paris.fr. Voilà, si vous voulez jeter un œil, c'est intéressant comme sortie samedi ou dimanche. Donc ça c'était le premier point. Hop, ça c'est bon. Le deuxième point dont je voulais parler et dont je reparlerai certainement un peu à la fin, c'est le prochain rendez-vous qu'on aura, ce sera le 1er mai. On fait une après-midi soirée spéciale live sur Twitch entre 16h et 22h. Donc je vais essayer de faire un live de 6h, il y aura certainement une pause au milieu. On a des petites surprises pour vous, il y aura des professionnels qui seront avec nous normalement. Je suis en train de négocier pour qu'on ait la visite d'un jardin botanique en France par une personne qu'on connaît bien, pour ceux qui sont sur Facebook. Donc c'est en train de négocier là, c'est en train de négocier avec la mairie. Donc si ça fonctionne, on aura quelqu'un qui fera 3-4 apparitions dans la journée pour nous présenter une partie du jardin botanique. Je vous dis pas la ville, comme ça vous aurez la surprise. On a voilà pas mal de choses. On a Nathan qui va nous proposer, qui va nous présenter sa collection. On a un producteur français de lait d'horticole qui va venir faire
une présentation un peu de ses produits et d'expliquer lui comment il gère les plantes, comment il travaille, c'est un biologiste, etc. Donc voilà, il y a plein de rendez-vous. Le programme n'est pas encore complètement fait, mais voilà, il y a pas mal d'intervenants et il y aura plein de monde, des pros, des amateurs. Je vous invite à venir sur le chat et les gens qui veulent par exemple, nous montrer leur collection ou venir à une table ronde, bah, vous n'hésitez pas, vous venez sur Facebook discuter avec moi et puis on vous trouve une table ronde qui va bien dans celle qu'on a prévue avec le sujet qui va bien quoi. Voilà, donc vous êtes tous invités le 1er mai, c'est un jour férié, ça tombe bien, 16h 22h sur Twitch. On va essayer de faire le gros stream de l'année pour la journée mondiale des plantes carnivores et puis on a aussi une interview d'un Polonais que certains connaissent peut-être qui s'appelle Christophe Banas et qui est donc le fondateur à la base des journées mondiales de la journée mondiale des carnivores. Donc on devrait avoir quelques infos de sa part et j'ai trouvé ça intéressant de l'interviewer. Voilà. Et oui, dernier petit lien, puisqu'on m'a posé la question l'autre fois. J'avais fait une petite vidéo et j'ai trouvé une explication directe sur Twitch sur comment nous soutenir. Donc à travers soit les follow, les abonnements, ce genre de choses. Je vous mets le lien aussi si vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez nous soutenir tous les mois, nous donner gratuitement, donc ça vous coûte rien. Votre abonnement Amazon Prime vous permet d'acheter un abonnement chez nous en fait. Donc c'est-à-dire que bah, vous cliquez sur offrir mon abonnement, enfin prendre un abonnement Prime sur Twitch. Et donc c'est gratuit, ça vous coûte rien et nous ça nous rapporte un peu de sous et ça nous permet de faire vivre cette chaîne avec les petits cadeaux qu'on vous offre et les quelques surprises qu'on vous prépare. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, 21h13. On va commencer. J'espère que tout le monde est prêt, que vous avez pris à manger et à boire, que vous êtes bien installés. On est parti jusqu'à en gros 22h30, 22h45 sur ce sujet principal, qui est celui donc des espaces de culture. Alors, Martial, comme c'est ta première intervention, je vais te laisser te présenter en trois quatre phrases, nous dire qui tu es, ce que tu cultives, depuis quand en gros. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Martial, je cultive les plantes carnivores depuis le début des années 2000, donc ça fait 24 ans à peu près que je cultive les plantes. Et voilà. Quel type de plante typiquement? Alors j'étais au départ sur les dionnées, je suis passé après sur les utriculaires et je suis mitigé entre les Drosera, les Dionnées Ok. et les utriculaires que je continue à cultiver. Ok. Parfait, merci bien. Oh salut Hanoï, comment vas-tu? Je t'ai pas attendu, j'ai lancé le jeu du chat. Je voulais pas que tu m'engueules. Aude, je te laisse nous parler 2 minutes de toi. Qu'est-ce que tu cultives depuis quand? Pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, bah alors, moi je cultive, bon, c'est beaucoup plus récent, moi je cultive depuis 4 ans. D'accord. J'avais commencé par les Drosera, après Nepenthes et Sarracenia. Ok, parfait. Ben, merci d'être avec nous tous les deux. En tout cas, c'est agréable de pouvoir faire une petite table ronde bien sympa ce soir. Sur donc, on parle espace de culture ce soir. Alors, peut-être on peut commencer par ta présentation, Martial. Je te jette dans le grand bain directement. Allez, Euh, Merci Hanoï pour ton abonnement. C'est cool, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je fasse le partage d'écran ou tu le fais? C'est peut-être plus simple si je le fais moi. ouais, ouais, bah, je suis Ok, pas trop ça marche. familiarisé avec. Pas de souci. Je vais le faire. Hop. Moi, je vais suivre à côté, donc de toute façon, je l'ai à côté, donc je peux suivre. Ok, Donc, je vais alors. vous parler du. Vas-y, Ouais. vas-y. Vas-y, vas-y. Je te Donc, laisse la parole. je vais vous parler donc d'une construction de serre en fait que j'ai faite il y a 12 ans maintenant. À la base, j'avais une petite serre de 3-4 mètres carrés, vraiment quelque chose de très petit. Et en la montant, je me suis dit, donc déjà, pour rentrer, il faut se plier, c'était pas pratique, je pouvais pas mettre énormément de plantes. Donc du coup, j'ai décidé par la suite, alors j'ai acheté la serre, bien sûr, je l'ai montée. Et en la montant, je me suis aperçu en fait que c'était en fait du mécano. Il suffisait simplement en fait d'assembler des pièces euh, les unes aux autres. Et je me suis dit, c'est cher pour ce que c'est. Voilà.
parce que ça me paraissait tellement enfantin que on pouvait faire mieux et forcément pour moins cher. Donc du coup, on peut passer sur la deuxième si tu veux. C'est celle-là. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai construit une serre en rail de placo, donc qui ne rouille pas. Alors la serre est complètement démontable, donc ça ne justifie pas de permis de construire, ni de demande à la mairie, et c'est pas la peine non plus de la déclarer aux impôts, parce qu'à partir de 20 mètres carrés, on est tenu de déclarer ses abris de jardin et tout ce qui est attenant au jardin. Voilà. Donc pour la réaliser, en fait, bah, j'ai utilisé des rails de placo, de la tôle onduline en plastique, hein. Alors fibré parce que c'est plus solide. Et en quincaillerie, bah, j'ai utilisé des vis, des boulons, des rivets. Et en termes d'outillage, ça nécessite pas non plus un gros outillage parce que j'ai utilisé bah, une visseuse, une scie, une cisaille et puis une pince à rivets et un bon marteau. Alors un bon marteau parce que pour assembler les rails de placo aux jonctions, on les écrase, on fait un trou, on met un boulon, c'est Ok. tout. C'est vraiment un jeu de mécano en fait. Il y a une demande Voilà. pour savoir si ça fait plus de 2 mètres de hauteur. T'as une idée de la hauteur là? Oui, oui, Ok. oui, oui. Alors, sur la superficie, j'ai à peu près 9 mètres carrés, donc je dois avoir 3,20 m sur 3,20 m à peu près. Ok. D'un côté, j'ai 2,20 m et de l'autre côté, j'ai 2 mètres en fait. Donc, pour pouvoir faire une pente et que l'eau s'écoule, et je récupère en fait l'eau pour l'utiliser avec les plantes après. Donc, j'ai une citerne à côté une grosse cuve. Ok. Et je récupère en fait l'eau de pluie comme ça. Ok. Donc on peut passer sur l'autre diapo. Tac, celle-là. Donc voilà, c'est ce genre de serre que j'avais qui pour moi je trouve qui était très cher au départ. Alors à l'époque je l'ai payé dans les 300 euros une serre en verre avec une porte toute simple. Et effectivement, une fois qu'on est dedans, bah, on a du mal à se tourner. Une fois qu'on a mis toutes Hmm. les plantes, c'est compliqué. Et puis on achète des plantes et puis on n'en a pas assez, on en veut plus et puis bah, on manque de place. Puis on se dit bon bah faut passer à autre chose. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une autre type un autre type de serre. Donc la serre qu'on a vue juste avant là, elle date de 2012. Elle date de 2012, Et ouais. c'est des Alors photos de 2012 ou c'est des... là, c'est la photo de 2012. Ok. Aujourd'hui, j'ai changé le toit Ok. à l'heure d'aujourd'hui. J'ai refait le toit parce que les tôles se sont un peu jaunies, forcément. D'accord, ouais. J'ai pas refait le tour parce que la luminosité était encore bonne. D'accord. Et en plus, ça me cache un peu des voisins. Ah ouais. Ok. Qui peut être bien Tu m'étonnes. aussi, quoi. Ah, c'est pratique, ouais. Ouais, voilà. Ok. Donc on peut passer sur la prochaine. Je vais vous expliquer comment j'ai implanté en fait Alors, ouais. Alors j'ai commencé par faire un carré en fait avec une cornière en alu. Ok. Alors j'ai pris de l'alu parce que ça rouille pas en fait. Ouais. J'ai posé en fait sur des dalles. En fait j'ai gardé l'espace que j'avais de dalles béton que j'ai mis par terre simplement droite assez droite pour que ce soit quand même assez stable. Ok. J'ai mis une feuille de polyane en dessous pour, euh, euh, pour rendre la chose un peu hermétique hein, aux remontées d'eau, d'humidité. D'accord. Donc j'ai commencé donc en faisant le tour. On peut passer après sur l'autre diapo. Attends, je retrouve mon curseur. Hop. Ok. Suite du mécano. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris des rails de placo que j'ai montés à 2 mètres d'un côté. On voit sur la première hauteur, donc 2 mètres. Ok. Et derrière 2,20 m. Donc ça, comme ça m'a permis de faire une pente. Je les ai ensuite fixés sur les côtés, on les voit en rouge, hein, on voit les
des renforts en rouge. Ok, Alors au bout, c'est simplement écrasé au marteau, hein, boulonné, et d'accord, c'est boulonné sur la structure qui se trouve au sol. C'est d'accord. le même type en fait de montage qu'une serre traditionnelle. Alors je trouve que c'est un petit peu cher dans le sens où on doit monter sa propre serre, et du coup bah autant faire quelque chose qui est à votre mesure quoi. Donc du Mhm. coup vaut mieux faire ça. Alors j'ai pris des rails de placo en, en- je pense qu'ils appellent ça des fourrures, je Ouais, pense. ouais, je pense que ça ressemble Parce à que ça, ouais. Ouais. je suis pas du tout. J'en ai posé à la maison et c'est ça, ouais. D'accord, voilà, Ouais, je c'est confirme. ça, C'est ça doit c'est être ce qu'on met des fourrures. verticalement sur c'est les montants sur lesquels on va venir mettre les vis des plaques placo, quoi. Voilà. Voilà. Alors sur la photo, ben, on voit que c'est recourbé, ça Ouais, donne un peu de solidité. En fait, c'est pour ça que j'ai pris cela, parce que le fait qu'il soit plié, ouais, ça rigidifie énormément. ok. Voilà. On peut passer à la suivante. On aura la photo là Ok, en détail. d'accord. Donc voilà, donc on voit la semelle par terre, mes dalles de béton, et sur la photo de gauche, on voit comment j'ai écrasé grossièrement, hein, Ok, et j'ai boulonné. En fait, j'ai boulonné ça d'accord. et ça tient impeccable. Ça tient, ouais, ok. Voilà. On peut Ok, passer sur vas-y. voilà. Ok, Donc une fois qu'on a fait le tour, et ben on va venir en fait mettre des rails verticaux on les voit en vert, là, on va faire tout le tour pour ok, rigidifier le tout. Voilà. C'est vraiment une histoire d'assemblage, hein. Et on fera une découpe en fait sur un des côtés bah, pour faire la porte en fait, hein, tout simplement. d'accord, ok. Voilà. Ok, On peut passer. Alors ouais, là c'est dommage parce qu'on peut passer sur l'autre. ok, Alors une fois qu'on a fait le tour, eh bien on va venir mettre des montants en travers en zigzag en fait. ah ouais, d'accord. C'est un principe en fait de charpente métallique, hein. Ok, comme On sur va les venir, ponts, et d'accord. voilà, on va venir rigidifier vraiment le tout, Ok, et ensuite, ben, on va venir poser les rails pour le toit, hein, alors, on peut passer sur l'autre diapo, on voit comment c'est agencé. ok, Voilà, donc là on voit sur le haut de la construction, ouais, on va venir se fixer alors sur le montant tout au-dessus, et d'accord. on va se fixer avec des équerres en fer tout simplement Ok, boulonnés, et c'est ça qui va vraiment tout tenir en fait, hein. ok, t'as un toit, mais avec une toute petite pente, hein, tu disais, c'est ça? Oui, alors Donc t'as un 20 côté qui est un tout cm, petit peu, d'accord. il y a 20 centimètres de pente, ça suffit largement. Ok, Ça suffit largement. On va laisser ouvert par contre entre le toit et le haut du mur, en fait, si je peux dire ça comme d'accord, ça. Entre les deux montants, on va laisser une aération, en fait. Donc ça va d'une d'accord. part ça va aérer la serre, et ça va empêcher également le toit de se soulever. Oui, Parce d'accord. qu'en fait, quand le vent va venir taper dessus, ça va traverser la serre, en fait. D'accord, oui, ok. Il n'y a pas de résistance, en fait. Du Ok, coup, c'est ça la ça soulève pas, résiste quoi. D'accord. bah, ça résiste mieux aux intempéries. Ok, important comme Et info. ouais, on en a eu beaucoup dans le nord, et elle a pas bougé, elle a jamais cassé. D'accord. Voilà. Tu as Et un pour Mar... le tout, Vas-y, vas-y, je te laisse continuer, pardon, vas-y. non, non, vas-y. Je vais peut-être. T'as un nouveau surnom qui est Martial Eiffel sur le chat. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Eh ben ouais, c'est cool. Mais en fait, c'est tout simple en fait à faire, hein. C'est vraiment, faut penser à son projet, comment la T'as- t'as- place qu'on a, T'y as passé combien de temps à réfléchir à comment faire? ben je sais pas, j'ai pensé bah, peut-être 2, 3 semaines en fait où je me suis Ok, dit comment je vais arborer ça, comment je vais. Et le truc en fait qui me tracassait, c'était qu'elle s'envole pas simplement. d'accord. Parce que c'est du matériau qui est quand même très léger. Et je me suis creusé la tête à savoir comment faire pour pas que le vent l'emporte. Alors, du coup,
j'ai fait mes tables de culture en fait que j'ai fixées sur l'armature. D'accord. Ça vient alourdir en fait complètement Ah la ouais. structure Ok. et c'est impossible de la lever quoi. Une fois qu'il y a les tables, l'eau Ah, la dedans, tourbe et tout. Ah ouais, d'accord. voilà les plantes et tout ça, Ok. et c'est impossible à lever. Voilà, on peut passer sur la diapo d'après. Tac. C'est le Alors détail sur les toits. Ouais. Ok. pour la fixation du toit, bah, en fait, j'ai utilisé ce qu'on utilise en couverture avec des petits tire-fonds. C'est des cales simplement avec un capuchon au-dessus qui est étanche. Il y a une petite collerette étanche. Et on vient en fait fixer ça directement dans le rail en fait, hein, sur le toit. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est commencer par le fond, parce que si vous commencez par le début, bah, vous vous enfermez. Et Il faut ouais. commencer par le fond et finir par la porte. Ok. Et faut faire bon. Alors l'avantage en fait, c'est que ces tôles ondulines, elles se roulent, elles se plient très facilement. Ok. Donc c'est facile de monter au-dessus avec un escabeau et de venir par le dessus visser et puis dérouler au fur et à mesure. Donc, t'as deux questions là dans le chat qui sont quel prix au total, en gros, t'as dépensé pour 9 mètres carrés à la louche? Tu Alors, sais ouais, c'est bien de parler de prix parce qu'en fait, à l'époque, j'ai payé ma petite serre, je l'ai payée dans les 300 euros. Donc, c'est l'envers dont tu parlais tout à l'heure Et là, c'est ça? voilà. Ok. Et pour le même prix, donc j'ai rien. Alors, j'ai revendu la petite serre, j'ai trouvé quelqu'un pour la revendre. Ok. Et ça m'a fait un apport pour acheter celle-là. À Ok. l'époque, j'en ai eu pour 300 euros, tout compris. Ouais, c'est 30 euros du mètre carré, ouais. C'est Ouais, moins cher qu'à c'est pas Paris. cher du tout. Ouais, ouais, bah, en fait, quand on Ouais. voit une serre de cette taille-là, Ouais. si on l'achète, on est au prix d'aujourd'hui, hein, j'ai regardé un petit peu les Ouais. prix tout à l'heure, on est à peu près dans les 1500 à 3000 euros, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a une boîte qui s'appelle, je sais plus comment, que j'ai rencontré au salon de l'agriculture. Alors, eux, ils vendent les serres plus le système hydroponique qui va à l'intérieur. Et je crois que leur serre de 9 mètres carrés, elle est à 8 000 euros, un truc comme ça. Bon, c'est Ouais, donc automatisé et c'est tout, vraiment. mais rien que la serre à c'est- l'intérieur, elle doit valoir au moins 4 ou 5 000 boules, quoi. Ouais, Donc, c'est hors de prix. Et en plus, quand on achète une serre à ces prix-là, dans ces prix-là, ouais. faut quand même la monter, quoi. Oui, de toute façon. Donc De toute façon. voilà, si on peut bah, gagner un peu sur le prix, ça permet bah, d'investir dans de Dans l'équipement d'autres par choses, la ouais. suite, quoi. T'as une question aussi sur combien de temps t'as mis pour la montée, en gros. Alors j'ai mis 3 week-ends. Ok, c'est pas tant que ça finalement. Non, 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 bah ça va assez vite, hein. C'est pas de la grosse construction non plus. Ok. Après, il y a les finitions, hein. Oui. Ok. Il y en a un qui dit ça fait cher les tomates. Bah ouais, oui, oui, c'est sûr, mais c'est des tomates hydroponiques. Ouais, comment ça s'appelle My Food, la boîte dont je parlais. Mais ils font vraiment des trucs très spécifiques pour les gens qui vivent un peu en autonomie et tout. Donc c'est pas mal. Je crois que la serre de 9 mètres carrés suffit à nourrir une famille de 3 personnes, je crois. C'est vraiment ultra connecté et bon, il y a plein de. On est à milieu de la serre qu'on fait soi-même, hein, mais bon, c'était pour nous donner une idée de prix quoi. Euh, On peut passer la slide si ouais, tu veux. aménagement intérieur. Alors pour l'aménagement intérieur, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai fixé vraiment sur toutes les parois pour pouvoir gagner en poids pour pas que ça se soulève. Et donc bah, après, il suffit de faire ses étagères, de voir quel bac on veut utiliser. On peut passer la slide. Je vais parler un petit peu de T'as une, comment ques- j'ai t'as une aménagé. question pour savoir si elle est fixée au sol ou pas? Non, en fait. Ah non, non. Alors, ça respecte en fait les termes de loi qui disent que pour ne pas avoir un permis de construire, il faut que ce soit démontable. Donc, tout est démontable. Il suffit de déboulonner. Alors, ça va D'accord, prendre des lustres, hein, bien sûr. mais tout est démontable. Ok, très bien, je passe à la hop, la slide suivante. Ok, des photos, cool.
Voilà, donc là on voit les tables, oui, les tables de culture. Donc je me suis raccroché sur la partie existante et j'ai fait des pieds qui tombaient au sol et le poids vient en fait vraiment appuyer sur la serre pour pas qu'elle s'envole. J'ai utilisé pour les bacs des planches hein, que j'avais récupérées à droite à gauche Ok. avec de l'EPDM dedans, tout simplement. Et ça me permet de mettre de l'eau dans tout le bac. Et c'est bon, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, même à vide, hein, c'est quand même lourd. Et ça permet donc de tenir la serre. Donc l'élément noir là, on dirait du liner de piscine, mais c'est pas ça. Comment t'as C'est de l'EPDM en Alors, fait, hein, c'est de la bâche à bassin d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Ça marche. que j'ai découpé, que j'ai mis au fond et puis que Ok. j'ai agrafé derrière. Enfin voilà, je les ai jamais changés d'ailleurs, ça fait 12 ans qu'ils sont là, ils Ah la sont toujours vache. là. Ok. Et donc Donc c'est l'eau qui est directement dessus, quoi. voilà, donc je Ok. récupère l'eau que je verse dedans euh, et puis voilà, je remets quand il n'y en a plus, quoi. Ok. Impressionnant. Donc si on passe sur Ouais. la slide suivante, je vais vous faire voir. Tac. Ok. Donc en fait, j'ai fait tout le tour avec ces bacs, Donc ça me fait un U en fait, un U, voilà. Et au milieu, en fait, je suis venu me faire une table de travail en fait, avec une Ok. étagère au-dessus. Je l'ai fait en polycarbone, comme ça laisse passer la lumière si jamais j'ai des semis à mettre, Et pas par mal. exemple, en dessous sur cette petite table. Ouais. Et en fait, je me suis raccordé. Alors, au premier plan, on voit deux montants, en fait. Ils sont raccordés directement sur le toit. Ok. Sur toute la hauteur, Comme donc. ça, D'accord. ça bouge pas et ça alourdit encore une fois Ça l'ensemble. rigidifie, ça alourdit. D'accord, ok. Tout à fait. Ok, ok. Et pour la porte, eh ben, en fait, on peut passer sur la slide, enfin, sauf s'il y a des Tac. questions, hein. Alors, je vais te les poser au fur et à mesure. Il y a des gens qui disent que c'est une très bonne idée, hein. Écoute, c'est. Voilà, alors Euh, pour la porte, ben, j'ai récupéré Oh. un bout de polycarbone, Ok. enfin voilà, sur lequel j'ai fait une petite ceinture avec les restes de rails. Ok. J'ai mis une petite roulette en bas dans la cornière du départ, hein, d'ailleurs on voit que la Oui, cornière elle d'accord. n'est pas fixée, hein, elle est vraiment posée en fait, Ouais. hein. Et ça fait une petite porte coulissante et puis ça permet de protéger un peu du vent, des chats, des bestiaux qui passent, enfin voilà, parce qu'il y en a quand même. Ouais. Ouais, c'est important. Euh, voilà, et puis ça protège un peu la serre aussi. Ça permet aussi d'aérer quand il fait vraiment chaud Ouais. et qu'on veut ouvrir. Et dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'avais trouvé ça, c'était, bon, je vais pas faire de pub, mais Bon, j'avais vas-y. trouvé ça chez Lidl. Ok. Ils faisaient des espèces de grandes fenêtres à moustiques là, avec un espèce de grillage. Ah oui. Ok. C'est des trucs à mettre aux portes et aux fenêtres en fait. Mhm. J'avais acheté ça et bah, l'été en fait j'ouvre et je mets cette espèce de grillage. Ok. Ça permet d'aérer et que les chats des voisins, tout ça, enfin les animaux qui passent ne rentrent pas forcément dans la serre pour saccager quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est un peu le problème. Tout le monde a un peu ses soucis de chats à l'extérieur et des oiseaux, les trucs comme ça. Ouais. Et puis Voilà. ouais, les chats amènent pas mal de saloperies. Moi, je sais que le mien, c'est lui qui a amené les. Bon, je suis pas dans une serre, mais c'est lui qui a amené les pucerons sur les piments, j'en suis quasi sûr. Donc les animaux Oui, puis des domestiques avec fois, les plantes. quelquefois ils montent sur les Sont- espaces de culture, ils Ouais, grattent les plantes. Enfin c'est bon, ça. voilà, si vous avez un chat qui vient faire ses besoins dans vos plantes, on va pas être super content, Ça quoi. va pas bien se passer, c'est sûr. Voilà. Ok. Eh Voilà, bah écoutez, on a fait le tour en fait de ma serre. ben, c'est Voilà, parfait. moi j'ai trouvé que c'était pour moi le plus avantageux et Ouais. une serre sur mesure, hein, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, bah, se plier en deux pour aller dans la serre, faire tomber un pot, enfin voilà, on se retourne, on met Ouais. des coups de coude dans les pots, enfin c'est pas top quoi. Ah, c'est sûr, mais c'est une bonne solution économique, etc. Non, non, bah, c'est parfait. Écoute, je crois que les gens dans le chat sont contents d'avoir toutes ces infos parce que c'est pas forcément simple. Tu as du bravo et du jolie construction. Donc, super idée, bah Bah, bravo. Bah merci écoute, beaucoup. merci beaucoup pour ton partage. J'espère que ça donnera des idées
aux gens qui ont peut-être peur de se lancer. Je vais vous remettre tous les deux, hop, à la télé. Alors oui, c'est bon, on vous a retrouvés tous les deux, c'est parfait. Il y a Vernon qui... Alors il y a Nico qui demande si le PowerPoint peut être partagé. Je vais me le noter. Attends, je vais m'ouvrir un fichier là. Hop. Je mettrai le... Je pense que je mettrai le fichier sur... bah, peut-être sur notre site. Je pense que c'est le plus simple. Je vais noter ça. Partage de Ouais, ton PowerPoint. après, s'il y a des questions, je suis joignable sur les réseaux, hein, Le réseau, ouais. au Ok, même ça nom. marche. Si vous le cherchez sur Facebook. Il y a Vernon qui demande si que tu nous parles de sa résistance au vent. Est-ce que tu as une idée de ce que ça a Oh, subi jusque-là et ce à quoi ça a résisté? alors oui, on essuyait toutes les dernières grosses tempêtes, hein, elle n'a pas bougé. Alors j'ai paniqué un peu parce que le vent en fait est très fort par chez nous et je me suis dit elle va jamais tenir et elle a tenu. Alors en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que en fait on laisse un espace, une ouverture entre la fin du mur en fait et le haut du toit. Euh, Ça permet au vent de traverser la serre complètement. Donc du coup, le toit se soulève pas. Il va bouger, mais il va pas se soulever en fait. Comme le vent traverse, voilà, il n'y a pas de Il n'y résistance. a pas de Et résistance, ouais. Ok. ça permet oui, ce qu'on appelle aussi le toit, comme Vernon il dit, le toit canadien, c'est le toit à une pente Ok. et avec les ouvertures qui permettent d'engouffrer en fait le vent. D'accord, ok. Parfait. Il y a Esken qui dit super présentation, je me la garde pour quand je serai plus en loc. Donc tu as créé des envies chez nos cultivateurs. Mais c'est Ah vrai que bah, tant ça donne mieux, envie, hein. Le prix, tant mieux, tant la mieux. facilité de construction, c'est vraiment important, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour ce point complet sur les serres. Je sais pas si vous avez encore quelques questions dans le chat ou si on passe directement au sujet d'après. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des serres d'ailleurs? De quel type? Avec quels avantages et quels inconvénients? Si vous voulez nous le dire, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat. On prendra ça en cours de route. C'est bon pour moi sur cette partie-là. Même en loc, tu peux si tu as de la place et si ton proprio est OK. Les 9 mètres carrés, c'est une limite pour les taxes. C'est quoi les... Alors, Ah, vas-y, redis-nous. la limite, c'est 20 mètres carrés. Ok. Non, les 9 mètres carrés, c'est parce que j'avais pas plus de place dans mon jardin. J'ai 10 mètres en fait c'est un jardin qui est tout en longueur et j'ai que 10 mètres de longueur. Et c'était tout juste pour pouvoir faire le passage Ok. sur le côté, quoi. Ok. Ça discute dans le chat. C'est parfait. Au niveau de la chaleur à l'intérieur, tu gères comment? Juste la porte ouverte, demande Laurent. Comment tu gères tes températures? Alors oui, juste la porte ouverte, hein, donc Ça suffit? l'été on monte à 40-45. On laisse ouvert et c'est ventilé suffisamment pour faire baisser la température. Ok. Et l'hiver, l'hiver, je chauffe pas, donc c'est une serre froide, hein, du coup. Oui. J'ai laissé tomber un peu les plantes un petit peu trop capricieuses, Sensible, on ouais. va dire. Voilà, sensibles. euh, Parce que j'ai pas la structure non plus pour mettre un Tera chez moi ou voilà. Ok. Très bien. Il y a Axus qui nous dit que chez lui, il a une serre de 6 mètres carrés en polycarbonate acheté 160 euros il y a bientôt 10 ans. Donc ouais, on est un petit peu dans le même ordre de prix en fonction de la taille. On a changé la toiture du vieux cabanon pour y mettre la sphaigne, les Dionnées et Sarah Senia. Ok, parfait. Moi, c'est une envie que j'ai sur les serres, mais pour l'instant, hein, c'est pas négocié pour le jardin. On verra un de ces jours. C'est parfait. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser, hein. On y reviendra, il n'y a pas de souci.
On va passer à la deuxième partie. Donc, je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Ouais, on a fait le tour des prix. Je pense qu'on est bien sur la partie serre extérieure. Je propose qu'on passe à la partie que j'ai appelée Hacking Ikea, qui consiste en fait à prendre du matériel de chez Ikea, pas trop cher en l'occurrence, et d'en faire un environnement de culture. Donc là, pour le coup, c'est Aude qui a utilisé cette méthode-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait, avec quoi, à quel prix, toutes ces questions importantes pour savoir si ça peut donner envie à nos viewers. Oui, bah alors moi du coup, ouais, j'ai détourné une vitrine Ikea pour en faire un terrarium. Qu'au départ, j'avais l'idée de, en fait, transformer un vieil aquarium en terrarium, mais ça faisait un peu trop de boulot. Ok. Et puis surtout, c'est la place, hein. C'est un espace de culture qui est très restreint. Pour Ouais. des NEP qui prennent vite de la place, voilà. Et puis je cherchais des solutions comme ça, et puis j'étais tombée sur les réseaux, sur des cultivatrices de plantes d'intérieur, quoi, de plantes tropicales, qui Ouais. détournaient des vitrines Ikea pour faire ça. Puis je me suis dit pourquoi pas le faire pour des Népontes. Ok. Et j'étais tombée justement sur Instagram sur quelqu'un qui avait justement fait ça. Donc ça nécessite un peu de travail, certes. Du coup, je vais vous la montrer en direct. Ouais. Vas-y, on te regarde. Pour ça, vous expliquer ce que j'ai fait, si ça veut bien. Oui, voilà. Voilà, c'est parti. Moi, je vois pas trop le retour, mais Vas-y, vas-y. Je vais juste mettre ta vidéo en grand. Hop. ouais. Vas-y, c'est bon. Alors, du coup, c'est une vitrine Rodsta. C'est la Rodsta de chez Ikea. Elle vaut à peu près, ouais, elle a 149 euros, je crois. Ok. Elle fait 120 centimètres de haut, 80 de large, et puis de profondeur, elle fait 36 centimètres. Ok. Alors, au montage, ben, ce que j'ai fait, en fait, en premier lieu, c'est de mettre des joints. Parce que, en fait, elle est très bien, cette vitrine, mais elle n'est pas du tout étanche. Donc, j'ai étanchéifié avec des tout petits joints comme ça, Ok, très bien. au niveau des portes, des vitres. Puis, à niveau de la porte avant aussi, j'ai mis ces joints de porte de salle de bain, quoi, de Ouais, douche. d'accord, ok, ouais. Donc, du coup, ça fait un truc entièrement étanche. La seconde chose que j'ai dû faire, eh ben, c'est de faire un trou à la scie cloche là au fond. Je sais pas si on va le voir. Ok, ouais, ouais, on Voilà. voit bien, ok. Pour faire passer en fait tout le câblage des lampes, etc. Ok, Après, il y a juste eu besoin à l'équiper de bacs pour poser les pots dessus, ok. de ventilateurs et de remplets, quoi. Ok, très bien. Donc, c'est très très facile à détourner. Après, moi, par contre, pour les systèmes de chauffage, refroidissement, humidification, moi, Ouais, j'ai rien fait du tout. t'as laissé comme ça? Bah écoute, ça Ouais, a l'air de bien marcher. ouais, j'ai laissé comme ça parce que vu qu'ici, il fait froid de toute façon. D'accord, Voilà, la nuit, ça descend automatiquement dans les 15 degrés, 14-15 d'accord, degrés. ok. Puis la journée, ça monte dans les 24-25. Ok, Donc, du coup, au niveau, voilà, chauffage, il n'y a besoin de rien faire du tout. Et niveau humidification, c'est pareil. Une fois que les pots ouais, ils sont bien arrosés, ben, l'humidité, elle reste dedans. J'ai environ 84% la journée. ah ouais, c'est pas mal, ouais, ok. La nuit, ça monte à 100, quoi. D'accord, ok. Et Voilà. je vois un petit ventilateur, tu le laisses tourner en permanence? Non, ils sont sur minuteur. Ils sont D'accord, tous sur minuteur, donc ils se déclenchent un quart d'heure ou toutes les heures. d'accord, ok. Ouais, ce que j'aurais pu faire aussi, c'était potentiellement de faire à la limite des trous dans le fond Ouais. pour mettre un ventilo qui souffle de l'air de l'extérieur, puis un qui rejette l'air de l'intérieur de la vitrine. Mhm. Mais rien qu'avec des petits ventilos comme ça qui brassent directement l'air à l'intérieur, bah, j'ai jamais eu de soucis de fongique ou quoi que ce Ok. soit. Non, je pense que c'est important, mais oui, oui, il n'y a pas besoin de mettre de trucs énormes, je pense pas non plus, hein. En tout Non. cas, c'est super propre, hein, Non. bravo, c'est sympa. Et Ouais, du coup. en termes de poids, tu sais ce que ça donne là? C'est lourd, ça supporte pas mal de poids?
Bah, j'ai l'impression, parce que franchement, ça commence à prendre du volume là, Ouais, depuis une année, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. ok. Parce que, en fait, la vitrine avec, en fait, les étagères, c'est des vitrines en verre. Mhm. C'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir jusqu'à quel poids ça supporte, Ouais. mais après, j'ai vu qu'on pouvait commander sur des boutiques Etsy, en gros, des étagères grillagées Ah oui, pour d'accord. remplacer celles en verre dans cette Ok. vitrine-là, ouais. Donc peut-être que ça pourrait supporter un peu plus le poids Ah, pour l'instant, t'as pas de qu'une soucis, vitrine. quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de Non, soucis, pour t'as pas l'instant, ça de... va. Ok. Ça fait combien de temps que tu as créé cette vitrine-là? Oh, ça doit faire un an, ouais. Une Ok. année, ouais. Ouais, ça a l'air de bien pousser. Alors, je pense que le téléphone rend pas très bien forcément les couleurs, mais je Non, pense qu'en non, vrai, ça doit être... il est cochon, mon téléphone. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. De toute façon, ils ont un peu du mal avec les LED des téléphones à rendre vraiment un truc propre, quoi. Mais ok, donc t'as mis là un Ouais, bac puis à... Ok, j'ai pas décidé d'investir dans un téléphone. Moi, étant ok, sur des chantiers, je comprends. Donc j'avoue dedans, que... t'as que des Nepenthes là ou en bas, non, c'est pas des pings que je vois? Ouais, en bas, il y a des alliances Fora aussi. Alien Fora, ok, pardon, j'avais pas vu. Ouais, ok. Et donc Ouais, sinon, c'est que de la nep en haut, tu les brumises à la main? Tu les pchit un peu tous les jours? Ouais, une fois de temps en temps, mais je Quand le tu y fais penses, pas quoi. vraiment. Ok, quand tu y penses, quoi. Ouais. Ok, ok, c'est très sympa. Bah écoute, Parce que j'espère. vraiment, l'humidité, elle est vraiment haute hein, à l'intérieur. Ouais, t'as pas de souci avec ça. Et Non, j'ai ok, pas de souci. t'arroses directement tes pots, je suppose, de temps en temps, quoi. Ou juste tu brumises? Ouais, mais par contre, l'inconvénient, c'est que je les sors pour les arroser, par contre. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, Ah parce ouais, que je ouais, préfère. je comprends, je comprends. C'est plus simple, ouais. Mm. Et puis oui, pour l'armoire, enfin pour la, oui, c'est sûr. Ouais, c'est plus simple, et puis comme ça a le temps de s'égoutter bien, il n'y a pas de surplus d'eau. Ouais, ça fait un truc, ça reste propre à l'intérieur, quoi. Ok, ok. Ouais. Bah écoute, c'est parfait. Le petit pot, je fais le mec qui pose plein de questions, mais le petit pot vert là en bas à gauche, qu'est-ce que c'est? Ah, le pot vert retourné, Ouais. Ah, c'est c'est un pour faire tenir ventilo. mon ventilo. C'est le support du ventilo. Ouais, Ah, c'est les pots dont tu nous as parlé l'autre fois avec les espèces de ouais. pieds Du là. coup, je Oui. n'avais un rab, une sorte de support, Ah, voilà. ok. Ok, Donc, ok. c'est tout du recyclage, quoi. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Et les LED, on dirait des LED de chez Isled, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est les rampes de chez Isled, ouais, C'est c'est ça. les 60 centimètres. J'ai reconnu les petits Vu que ergots. là, il faut les mettre. Pardon? J'ai reconnu les petits ergots rouges, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Voilà. Bah, vu que là, il faut mettre les rampes directement à l'intérieur de la vitrine, ouais, le mieux, c'était quand même eux, parce que au moins, elles sont étanches, quoi. Et en termes de puissance, t'as combien? Elles font combien tes rampes de LED là? Les plus petites, c'est des quoi? C'est des 50 watts, Ok. je Ok. crois, hein. Il me Ouais, ça semble, doit être les plus quelque chose petites, comme c'est ça, des ouais. ça. Ce serait pas étonnant. Ok. Ouais. Euh, Bah, à fond, de toute façon, elles sont trop fortes pour les NEP, hein. ouais. Oui, oui, t'as un variateur, c'est ça, qui permet de. Ouais, elles ont des variateurs. Du coup, elles doivent être à 50 ou 60% de la capacité des D'accord. lampes, hein. Ouais, parce que les NEP, ça fait partie des carnies qui supportent le moins les gros flux, hein. Je crois que c'est 150 ou 200 micromoles par mètre carré par seconde, si je dis pas de bêtises, qui est la, la quantité de lumière de photosynthèse qui arrive sur les plantes. Et du coup, ça fait partie des indicateurs que vous devez connaître pour les besoins des plantes que vous allez mettre pour savoir quelle est la lampe la plus adaptée et la puissance la plus adaptée. Donc effectivement, ok. Sur du 50 watts, ok. Et du Euh, coup, la ouais, luminosité aussi, ça dépend des espèces. Il y a certaines espèces qui vont bien apprécier la lumière ouais. et d'autres, elles vont ouais, apprécier beaucoup plus sombre. On voit T'en as... déjà Ouais, vas-y. avec celui-ci, Oh, c'est on rouge, voit ouais. un peu le seul stress sur les feuilles, Ouais, alors que les autres, elles sont bien vertes, quoi. il y a une vraie différence. Ouais, j'ai reconnu ça aussi, moi, dans mon terrarium. Tu mets des neps, il y a vraiment une grosse différence parfois entre celles qui prennent un gros coup de soleil et puis celles qui sont vraiment tranquilles en vert, vert tranquille, quoi. Ouais. Donc, Mm. t'as eu besoin de les déplacer un peu ou quand c'est placé, après tu laisses et puis bah, tu les sors pour les arroser, mais tu les remets toujours à la même place, Ouais, quoi, c'est tout. en général. Ouais, Moi, j'essaye toujours de les remettre à la même place, mais des ok. fois, j'oublie. Parce Bon, qu'il après, ça. commence à avoir du monde dedans quand même. Alors, t'as des petites questions. T'as Laurent qui demande la matière du meuble. C'est du métal, ouais. C'est métal et verre.
Ok, donc le trou que tu nous as montré derrière, c'est du. T'as fait un trou à la scie cloche dans le métal directement, quoi. C'est ça. Ouais, la Ok. cycloche, ouais. Ok. Il y a une demande sur savoir si on peut modifier les hauteurs. Je suppose la hauteur du bac, enfin la hauteur de l'étagère. Ouais, il y a 3 niveaux, mais moi je les trouve pas très très bien adaptés. Ok, Peut-être que sur l'autre, parce que Ikea a un autre modèle plus haut, avec 4 niveaux d'étagère, elle serait d'accord. peut-être plus pratique. Mm. Et tu as une idée du prix du meuble à la base? Prix du meuble à Ah la oui, base, ouais, tu m'as dit c'est 140. 149. Ouais. Ok. Et en termes de prix après, dans ce que tu as investi, bah pas grand-chose finalement, parce que. Bon, pas Oui, si t'as les grand-chose, j'ai LED, acheté mais. un rouleau de joint et puis Ok. j'ai fait un trou à la cycloche, voilà. Ouais, c'est tout. Donc c'est vraiment. Ok. C'est Donc vraiment ça ultra demande économique, vraiment quoi. pas grand-chose. Après, ben, il y a les lampes et les ventilateurs. Là, Évidemment, là, c'est. Ouais. Il y a une question sur le là, après, bac. c'est comme dans un terrarium, quoi. Il y a une question sur le bac vert. Alors, je sais pas de quel bac vert il parle. Je pense celui qui est en bas au Ah, milieu. ouais, on est C'est bien. de Ouais, on dirait de la poudre, pas de la pouzzolane, c'est quoi? Ah, c'est de la sphaigne. C'est de la saigne, mais il y a des petits semis de Népenthes. T'as réussi. Putain, moi j'ai pas réussi. J'ai des graines, ça a pas marché. T'as Bah, c'est les réussi? seuls qui ont réussi, hein. Non, j'ai des plantes à toi, j'ai des graines à toi chez moi de Sarracenia qui ont bien pris, hein, je te signale. Je t'ai pas envoyé de photo, mais c'est bien Ouais, parti. Ouais. Ok, donc t'as mis Nep et Lianphora, on a dit. Ok. Et t'as un petit peu de sphaigne à droite, on ouais, dirait, Népenthes, dans le enfin, petit bac. ouais, Ok. Ok, ok. ouais. Bah écoute, c'est parfait. Je pense que on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Je jette un œil, mais je crois pas trop. Ok. On est 21, la vache. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette explication. J'espère que ça va ouvrir des Bien. vocations à certains qui ont peut-être un peu peur du fait que ça coûterait trop cher ou que ce soit compliqué. On voit que Bah, au définitivement, final, ça revient moins cher que d'acheter un terrarium, hein. oui, carrément, ouais. Oui, oui. Ouais, Hop, ouais. je te remets. Parce que ouais, un terrarium déjà de bonne taille, c'est quand même ouais, presque dans les 200 euros, hein. Oui, oui. Alors, oui, de cette taille-là, clairement, c'est même presque plus que ça, Ah hein. bah, de cette Carrément, quoi. taille-là, ouais, c'est pour ce prix-là, quoi. Oui, Ouais. Mm. oui, c'est sûr. Non, mais très bon bricolage, j'allais dire, mais franchement, c'est propre, il y a tout, c'est étanche, c'est bien ventilé, il y a ce qu'il faut. Alors moi, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, j'ai regardé un peu sur le net, et je pense que je suis tombé sur la page dont tu parlais tout à l'heure, du fait qu'il y a des gens qui ont un compte Insta qui s'appelle, alors je sais pas si c'était celui-là, Ikea Greenhouse Cabinet, je sais pas si c'est celui-là. Ouais, ouais. Je vais essayer de vous le partager pour vous montrer rapidement ce que c'est. Alors, est-ce que je l'ai là? Ouais, c'est ça. Je le mets là. Je fais la transition. Ok. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce compte Insta. Alors, je pense que c'est un compte Insta d'une boîte, hein. Je pense que c'est une entreprise, je suppose. Parce que. Est-ce qu'on voit bien là l'écran? Ouais, si, je suis au milieu normalement. Ok, c'est bon. Et donc, je voulais vous faire le tour quand même rapidement de ce truc-là, des quelques exemples. Bon, ça, la vidéo, on va la bypass. Voilà, il y a ce genre de choses. Alors ça, c'est un peu moins complexe que ce que tu as fait toi, mais effectivement, c'est pour des plantes d'intérieur. On a ça, je pense que c'est le BioGrowy, je pense que c'est la boîte qui fait de la pub par l'intermédiaire de ce truc, de ce compte Insta. On a ce genre d'exemple qui doit être la tienne. On dirait que c'est exactement la même que la tienne, qui a été faite avec des plantes, plutôt des plantes tropicales, on dirait. Donc voilà, si vous voulez vous inspirer, celle-là, elle est vraiment absolument magnifique. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a 4 trucs Ikea là, c'est incroyable. Hop, il y a quelques autres exemples, donc n'hésitez pas. C'est vrai que le fait que ce soit du verre et du métal, c'est ultra adapté quoi. Et puis c'est quand même super joli, hein. Franchement, il y a ce genre de choses qui est un petit Ouais, peu plus c'est simple. un peu plus ouais, esthétique un simple C'est sûr, terrarium, quoi. c'est sûr. Voilà quelques exemples si vous voulez vous inspirer. Je peux vous donner le compte si vous voulez, je pense que c'est ça. Attendez, je connais pas bien Insta, hein, du coup, c'est ça. Hop. Copier et je vais vous coller ce blog là si vous voulez dans le chat. Il y avait un nom qui dit le meuble est moins cher que les plantes qui sont dedans. Oui, oui, Carrément, certainement. carrément. Et il y a Laurent qui demande si c'est vraiment inoxydable et si t'as pas eu de problème d'oxydation en un an, pas de détérioration, pas ce Ah genre de non, choses.
Pas de problème? Rien du tout, ouais, ça a Ok, absolument pas bougé. Non. très très bon plan du coup. Hop, et voilà. Je vous laisserai regarder évidemment ce compte, mais c'est quand même ultra intéressant. Bah écoute, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au sujet suivant. Est-ce qu'on se ferait pas... Oh là, je fais n'importe quoi là. Faut que je ferme ça. Non, ça c'est bon. Quel Faut juste... objet Là, là. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Tac, désolé. beaucoup. J'ai beaucoup d'intermédiaires et quelques islands Ok. que je vois Vernon qui demande. Ah oui, il a posé la question. Je regarde la suite, c'est bon, je fais pas n'importe quoi. Non, c'est bon. Je reprends notre petit sujet. Oui, il y avait aussi... Alors, j'avais aussi une petite vidéo, je vous la passerai peut-être tout à l'heure, sur de la conversion de meubles Ikea. Comme il est 22 h, je vais avancer un petit peu. Je vous ai parlé des botaniques d'Auteuil. Je voulais vous parler du prochain sondage. J'en ai parlé déjà au début de l'émission. Et tout le monde n'était pas là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tous les mois, pendant la table ronde, on fait un sondage où je vous propose 5 plantes pour lesquelles vous pouvez voter. Alors, le vote ne va pas s'afficher, mais je le comptabiliserai quand même, ne vous inquiétez pas. Je vais afficher la vue avec le sondage. Hop, vous avez le choix ce mois-ci entre 5 plantes, encore une fois. On a du Drosera. Je vous ai mis la petite photo pour une fois. Je ne sais pas si on la voit bien. Parce que, ouais, si normalement c'est bien affiché. Alors, je vous ai proposé cette fois-ci 5 plantes Drosera natalensis. Donc, j'ai fait quelques descriptions pour les gens qui ne connaîtraient pas ces plantes parce que c'est pas forcément évident de tout connaître. Donc, c'est une plante qui est également appelée Drosera du Natal, est native d'Afrique du Sud et de l'Est. Et elle compte parmi les rares espèces de Drosera répertoriées à Madagascar. Donc c'est la première pour laquelle vous voulez voter. Si vous voulez que j'en parle à la prochaine table ronde, vous tapez vote espace A. La deuxième plante, c'est Sarracenia psittacina. Donc c'est une espèce de plante à fleurs de la famille, évidemment des Sarracenia, et qu'on retrouve surtout dans le sud-est des États-Unis avec cette espèce de forme un peu spécifique. Donc vous tapez vote espace B. Pour Elianthora heterodoxa, qui provient des hauts plateaux du Guyana, du Venezuela et de l'extrême nord du Brésil. Et c'est un élyanphora relativement grand puisqu'il peut atteindre une hauteur de 25 cm, ce qui est pas mal quand même chez les élyanphora. Donc pour voter pour élyanphora heterodoxa, vous tapez vote espace C. La quatrième plante, c'est Pingicula essariana. Pour moi, c'est vraiment la plus jolie des pings. C'est trop mignon ce petit truc là. Donc c'est une carnivore qui est originaire du Mexique et qui a la particularité de tolérer pas mal le gel. Alors moi je la cultive qu'en intérieur, donc je pourrais pas le valider, mais c'est l'info que j'ai trouvée sur le net. S'il y a des gens qui pensent que c'est une mauvaise info, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je corrigerai cette info que j'ai trouvée sur le net. Et la dernière, j'ai choisi une Dionée Mirror, et donc ce cultivar particulier de Dionée se caractérise par des excroissances de pièges à l'intérieur des pièges. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Mirror, du coup, miroir en français. Donc, pour voter pour cette Dionée, si vous voulez que j'en parle à la prochaine table ronde, vous tapez vote espace E. Je pense que vous avez compris le principe, vous êtes habitués maintenant, il y a du vote. Je referai le tour des votes à partir des infos que je garderai sur Twitch. Ça, normalement, tout ça, je l'ai. Et donc, je vous dirai ce qu'il en est le 1er mai. Il y a pas mal de votes. Merci de votre participation. Je vois que ça vote beaucoup pour du Dionée Mirror. Pas mal aussi pour Psittacina. Sariana à tenir hors gel comme les autres mexicaines. Bon, bah écoute, l'info que j'avais n'était pas pertinente visiblement. Moi, perso, je l'ai que à l'intérieur, à côté d'une fenêtre. Et ça fait... Elle manque un peu de lumière, mais ça se passe bien quand même. Le chat vient de se lever. Ça va ce chat? Tu vas bien? Ouais, ok. Euh, Donc merci pour vos votes. On fera le tour. Ouais, viens faire un petit câlin. C'est mignon. Écoutez, je vais passer, comme on était sur le vote, on va passer à la plante pour laquelle vous avez voté la dernière fois, qui est donc le Nepenthes bicalcarata. Je vais prendre mes notes. Je vais préparer les photos. Alors en préambule, je vais remercier François May pour ses photos parce que je lui ai demandé s'il avait quelques photos à me donner pour la présentation de ce soir. Il m'a dit pas de problème et il m'en a envoyé 25.
Donc je vais les afficher au fur et à mesure. Je vais partager cette fenêtre. Est-ce qu'on l'a ici? C'est celle-là. Ok. Je prépare un peu l'interface. Tac. Voilà. Voilà. Et je vais faire défiler au fur et à mesure les images. J'aurais pu faire un... Est-ce que je peux le faire d'ailleurs? Tiens. Je peux les faire défiler ou pas? Non, ça va pas marcher ça. Hop. Je peux pas faire de diapo avec ça, c'est dommage. Image, non, bon, tant pis. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, donc, on parle de Nepenthes bicalcarata. J'ai dit que je faisais un petit peu de pub avant à François May pour le remercier de nous avoir filé toutes ces photos. Je vous mets ses réseaux sociaux, son Etsy et son site perso dans le chat pour le remercier. Hop. Il y a donc son site sur Blogspot, il y a son Etsy où vous pouvez acheter ses photos parce qu'il fait pas mal d'illustrations. Et vous avez son Facebook de sa page entre guillemets pro, enfin pro tout court, qui s'appelle Gardens Chronicle pour les gens qui ne connaîtraient pas ce site. Je vous invite à y aller, c'est vraiment ultra intéressant. Il a plein de choses, il raconte plein de choses, il fait le tour du monde pour aller récolter des plantes et pour aussi pour les sauvegarder, pour les connaître. Donc je vous invite à regarder son site. Et je le remercie de nous avoir filé tout ça. Donc ça, je vais le mettre ici pour pouvoir le faire au fur et à mesure. Comme ça. Hop, ça c'est bon. Je me mets ici et je vous explique ce qu'est Nepenthes bicalcarata. Donc bicalcarata, c'est une plante endémique de l'île de Bornéo qui est partagée donc entre 3 États souverains. Je vais essayer de vous retrouver n'importe quoi, de vous retrouver l'image de... Excusez-moi, on va tout y arriver. Voilà, c'est ça. Faut que je retrouve l'image avec... Non, 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 non. Voilà, c'est là. Est-ce que vous voyez le... Non, je vérifie que c'est bon. Ok, c'est bon. Je vous ai donc fait un petit screenshot de où se trouve l'île de Bornéo, donc, dont est endémique la bicalcarata. Sur cette île, on retrouve à peu près une quarantaine d'autres espèces de neppes, dont Ampullaria, Edwardsiana, Lowi, Pilosa, Veitchi. Il y en a plein d'autres, j'ai gardé celle-là parce que c'est quand même les plus emblématiques. On a... voilà, c'est ça. On la retrouve dans les marécages tourbeux des forêts du nord-ouest et à une altitude généralement inférieure à 300 mètres, où les conditions idéales sont réunies pour sa croissance. Donc c'est plutôt une plante de type lowland qui se cultive facilement en terrarium classique avec des températures de pièces à vivre. Alors personnellement j'en ai une, elle se déplace, elle se développe vraiment bien, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc si jamais, donc vous voyez, hein, c'est cette petite plante-là, petite c'est beaucoup dire. Donc en raison de la déforestation par contre et de la perte de son habitat, c'est une plante qui est menacée qui subit des menaces croissantes dans son environnement et donc elle est classée espèce vulnérable avec une mention déclin continu des individus adultes. Donc c'est une espèce in situ qui a tendance à disparaître. Espèce vulnérable, c'est c'est le deuxième des 5 stades qui existent pour dire si une plante est en bonne forme ou si elle a tendance à disparaître ou si elle a complètement disparu en gros. Et là on est dans un stade qui sent quand même pas très bon pour elle. Alors, elle a une particularité cette plante que vous devez certainement voir à partir de cette photo. C'est ces 2 petits crochets en haut qu'on voit. Et en fait, si elle s'appelle bicalcarata, c'est que c'est un nom latin qui est composé en 2 parties. La première partie, c'est bi qui signifie 2. Et la deuxième partie, c'est calcaratus qui signifie en latin éperon. Donc là, la caractéristique de cette plante, c'est d'avoir sous l'opercule deux petits éperons. On va voir quelle est leur utilisation ensuite. On la trouve également sous le synonyme que je ne connaissais pas, de Nepenthes dyak, D-Y-A-K, qui n'est pas souvent utilisé. Moi, c'est la première fois que je vois ce terme. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais en tout cas, c'est un synonyme que je ne connaissais pas. Comment on a trouvé cette plante? Alors, une petite particularité, cette espèce particulière de neppe est considérée comme la plus grande de toutes. La liane produite tout au long de sa croissance peut atteindre 20 mètres au-dessus du sol et ça lui permet d'aller accéder à la canopée et donc de trouver
le soleil à la cime des arbres. Elle a été découverte, c'est relativement vieux, 1873, par Joseph Dalton Hooker, qui est un explorateur et un botaniste britannique. Et c'est quelqu'un qui est notamment connu parce que il a écrit un ouvrage qui s'appelle Genera Plantarum, et également connu parce qu'il a soutenu Charles Darwin, l'incitant à publier ses théories. Donc il fait partie des gens qui nous ont permis d'accéder aux écrits de Darwin. Cette plante, elle a une spécificité ultra particulière qui lui confère une interaction unique, c'est qu'elle abrite en fait une fourmi qui est nommée Camponotus skimizi. Donc c'est une interaction plante-fourmi qui est unique dans le monde végétal et qui a été décrite pour la première fois il y a un moment, juste après sa découverte en 1880. Et ensuite, elle a été étudiée à plusieurs reprises à partir de 1904 et après, on a d'autres études qui arrivent à la fin des années 90. Et cette interaction entre les deux, c'est ce qu'on appelle un mutualisme. Alors, c'est très différent d'un parasite qui viendrait squatter son hôte. Le mutualisme, en fait, c'est une interaction dans laquelle il y a des bénéfices pour les deux parties. Dans une interaction de type mutualiste, l'association entre les deux individus s'installe sans que la relation soit obligatoire. C'est-à-dire que si ça s'arrête d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de dommage pour la plante ou pour la fourmi. Et donc la survie des individus en fait ne dépend pas du tout de cette interaction. Cette interaction elle existe, mais elle n'est pas nécessaire pour la survie de la plante ou de la fourmi. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait la fourmi, elle utilise à la fois le nectar de la plante, mais également les proies qui sont tombées dans les urnes. Elles descendent dans les pièges que vous pouvez voir. Je vais passer un petit peu quelques photos de temps en temps. Voilà. Ça, c'est la vue in situ telle que François les a vues. Donc elles descendent dans l'urne, elles nagent et en fait elles vont chercher les proies qui sont tombées dans l'urne. Elles les remontent et donc elles les sortent. Et ce phénomène-là, ça a un avantage qui est incroyable pour la plante, c'est qu'en fait les fourmis, elles s'embêtent pas à descendre pour ramener des toutes petites proies, elles ramènent les plus gros trucs qu'elles peuvent sortir. Et en fait c'est un avantage parce que si ces proies elles n'avaient pas été sorties du tout par les fourmis, ça aurait amené un énorme relargage d'ammoniac dans les urnes. Et ça, en fait, ça aurait fini par tuer le piège par putréfaction, quoi. Donc, ça tuerait pas la plante si on perdait le piège, mais c'est un avantage certain de pouvoir garder des pièges en bon état et en même temps de pas avoir à perdre ce piège et donc de garder des nutriments parce que la dépense énergétique pour une plante pour faire un piège, c'est quand même pas négligeable, quoi. Ça, apparemment, c'est possible parce que le pH du liquide digestif qui est dans le piège, il est plus élevé, pardon, donc il est moins acide que celui des autres espèces étudiées, visiblement. Et donc ça fait que les fourmis peuvent descendre et nager sans trop de soucis pour elles, quoi. Il y a d'autres études qui ont montré que cette fourmi était bénéfique pour Bicalcarata, parce qu'en fait elle réduit la prédation par un charançon du genre Alcidode. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, j'ai pas trouvé de photo, enfin j'en ai pas cherché plutôt. Mais voilà, ça, il y a deux avantages. Ça vide le piège des grosses proies, donc ça évite ça évite que ça pourrisse. Et puis, ça les protège contre ce charançon qui attaque la plante, quoi. Il y a d'autres hypothèses. Il y en a qui avancent l'argument que cette espèce de fourmi, elle nettoie, elle entretient, elle lubrifie les pièges de la NEP. Donc, en fait, ça favorise la prise des proies. Donc, c'est un avantage. La plante piège plus de proies et donc les fourmis peuvent plus facilement se nourrir. Par contre, bon, c'est pas tout rose évidemment. Si la fourmi elle contribue à l'apport en azote de cette plante avec ses excréments, il y a quand même un tribut à payer qui est celui que les cadavres de fourmis qui se noient elles participent aussi à la croissance de la plante. Donc elle paye aussi un petit peu cette aventure à l'intérieur des urnes. Donc je vous montre quelques photos avec ces crochets caractéristiques qui sont vraiment magnifiques. Moi j'adore cette plante. Quand tu vois l'urne formée complètement avec ces deux petites dents là, c'est incroyable. Et ça fait, bon, évidemment, en terrarium, moi, l'urne chez moi, elle doit faire 3-4 cm de haut. Là, vous avez vu les photos que ça donne. C'est vraiment absolument incroyable, quoi. Donc, merci encore, François, pour ces photos. On voit là une photo avec les fourmis qui sont en haut et qui s'affairent autour de cette plante. Voilà, vous voyez par rapport à la main de François la taille de cette urne. Vous imaginez un peu les proies qui peuvent tomber et ce qui peut être sorti par ces fourmis, quoi. Elles sont absolument
Incroyable ces photos, on voit encore ces fourmis énormes. Sur cette plante, voilà, hop, in situ, ça donne vraiment un truc vraiment balèze quoi. Hop, je vous passe encore quelques photos. Voilà, les fourmis en gros plan, donc c'est elles qui entretiennent ces pièges. On a j'ai extrait un tout petit passage du site de François sur une page qui s'appelle Giant Nepenthes Bicalcarata. Je l'ai traduit de l'anglais. Février 2009, j'avais hâte, donc c'est François qui parle, j'avais hâte d'observer Nepenthes Bicalcarata lors de ma visite à Bornéo. C'est censé être une espèce spectaculaire. La meilleure population que j'ai vue pousse à Moulou, où les plantes étaient vraiment époustouflantes. Le ratio de feuilles n'est pas impressionnant comme pour Truncata, car les pichets semblent la plupart du temps petits par rapport à la longueur des feuilles, jusqu'à 1 mètre par feuille. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du truc. Mais les pichets des plantes moulou étaient énormes, 25-30 cm de long, parfois un peu plus. C'était sans doute l'un des moments de mon voyage au Sarawak et un souvenir persistant. Voilà l'image qui garde de cette plante. Je vous passe encore un petit peu les photos qu'il m'a filées. Là, il y a quelques... Et voilà, c'est terminé. On a fait le tour. Écoutez, j'ai pas pu voir vos réactions niveau questions. J'ai été la tête plongée là-dedans, mais je vais regarder rapidement. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas. On va revenir sur... Voilà, ça c'est bon. On vous voit bien tous les deux. C'est parfait. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit exposé sur Bicalcarata. Donc c'est du lowland, c'est-à-dire que ça se cultive très bien en terrarium, à la maison, dans une pièce à vivre. C'est compliqué. En fait, moi perso, ce que je fais dans mon terrarium, je vais vous montrer après parce qu'on va passer à la troisième partie terrarium de notre thème principal. Mais moi, en termes je me prends pas la tête, c'est dans des pots. Donc 100%, enfin 80% tourbe, j'ai mis un peu de perlite, un peu entre 20 et 30% de perlite, mettons. Et ça reste dans les pots. Je fais de l'arrosage par le bas, c'est-à-dire que je vide en général un bidon de 6 litres je sais pas, toutes les 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça. Ça fait 1 cm d'eau au fond. Et je fais pas plus, je laisse comme ça. Je vaporise de temps en temps. Et franchement, c'est à peu près tout, quoi. Je mets parfois un tout petit peu d'engrais dans les urnes. On avait vu ça avec la présentation qu'avait fait Dorian Accard de son énorme serre de 20 mètres carrés, là, sa pièce. Il disait que de temps en temps, il n'hésitait pas à engraisser ses plantes parce qu'elles étaient en intérieur et qu'elles n'avaient pas énormément accès à de la nourriture. J'ai décidé de suivre un petit peu ce conseil. Je dilue beaucoup de l'engrais qui est fait à la base pour des piments, qui est du plagron, c'est lequel déjà? Plagron de croissance un peu classique avec de l'azote. Et j'asperge un petit peu les feuilles. J'y suis allé vraiment tout doucement. Je le fais une fois par mois. Je divise par 10 la dose qu'on utilise pour des piments. Et en général, ça se passe bien et ça pousse plutôt pas mal. Voilà, comment moi je l'entretiens. Je fais pas plus. D'ailleurs, ça va être le bon moment pour vous parler du dernier du dernier sous-thème de notre thème principal, qui est donc celui sur les terrariums. Alors, je vais fermer ça. Si vous avez des questions sur Bicalcarata, n'hésitez pas. Je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. Et c'est vraiment une jolie plante. Je crois pas qu'elle soit si chère que ça, hein. Et quand même, elle est vraiment trop mignonne. Je vais reprendre là-dessus. Ouais, bah, j'avais rien noté du tout, donc tout va bien. Et je vais vous partager les photos que j'ai fait aujourd'hui de mes 2 terrariums. Hop. Dis-moi que je les ai. Ouais, c'est bon. Alors, ouais, c'est ça. C'est bon. Ok, donc ça, c'est le terrarium que j'ai. Je vais monter un tout petit peu ça pour pas qu'on le voit. Ouais, c'est pas grave, je vous laisse le lecteur, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tentant. Ah ouais, elle est vraiment trop bien elle est trop mignonne cette plante quoi. Donc ça c'est le terrarium. Alors donc ce terrarium, on est arrivé dans la maison il y a 4 ans. Je l'ai installé quand je suis arrivé et c'était du terrarium paysager, c'est-à-dire que sur une hauteur de 5 cm, quasiment à la hauteur des pots, un petit peu moins, il y avait de la tourbe, de la tourbe brute. Tout au fond, j'avais mis des billes d'argile sur 1 cm, un espèce de grillage, et puis au-dessus j'avais mis ma tourbe, ce qui fait que bah, le terrarium là il pesait 150 kg quoi. Il faut surtout penser à ça quand vous faites un terrain, c'est le poids, parce que la tourbe ça prend 50 fois son poids sec quand c'est humide quoi.
Donc là, j'ai eu un petit souci de stylidium dont on a parlé il n'y a pas longtemps. J'ai un stylidium débile qui a envahi le terrarium et en fait toutes les plantes qui étaient à l'intérieur, elles étaient complètement étouffées. Donc avant que ça devienne n'importe quoi, j'ai pas gardé de photos, mais avant que ça devienne n'importe quoi, j'ai tout sorti, j'ai mis dans des pots, j'ai nettoyé et j'ai laissé comme ça pour l'instant pour être sûr que ça se passe bien, quoi. Donc bah, c'est un terrarium qu'on m'a filé, qui était pas tout neuf, c'est un aquarium évidemment à la base. Sur le dessus, il y avait un espèce de bac en plastique dans lequel on met les néons, donc l'éclairage, ce genre de choses. Et donc ça, je l'ai dégagé parce que moi, j'en ai pas besoin. J'ai récupéré une planche, j'ai fait la planche à la bonne taille avec un support, et je vais vous montrer comment ça a été fabriqué. C'est tout simple, hein, j'ai mis un coup de peinture, je me suis pas pris la tête. Alors, j'ai mis une grille ici pour la ventilation. On a dit que c'était pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Que vous fassiez une serre, une armoire de culture, que vous détourniez un truc Ikea, que vous fassiez un terrarium. Pour moi, le plus important, le premier truc à faire, c'est de mettre de la ventilation. Alors, je l'ai fait sous cette forme-là à l'extérieur pour pas que ça se voit trop et pour pas qu'il y ait trop de saloperies qui tombent à l'intérieur. En gros, quand on l'ouvre, en dessous, j'ai un ventilo de PC que vous voyez donc ici. Ici, j'ai tapissé avec du mylar. Alors, c'est pas obligatoire, mais l'avantage, c'est que c'est totalement insensible à l'humidité. Et du coup, ça protège le bois qui est au-dessus. Donc, j'ai pas eu besoin de laquer le bois ou de mettre de la lasure ou je sais pas quoi. J'ai directement cloué, enfin, agrafé le mylar que j'ai trouvé dans un gros shop, hein. Ça coûte 5 € le mètre, un truc comme ça. Je l'ai mis du côté brillant parce que de l'autre côté, c'est noir. Et donc, je l'ai agrafé sur tous les côtés. Comme ça, je suis pas emmerdé avec l'humidité. Et par-dessus, j'ai mis les baguettes. Donc, je les ai clouées. Et donc dessus, je suis allé visser. Ça, c'est un ventilo de PC. Je vous conseille cette marque qui est pas mal, que j'ai trouvé sur Amazon, qui est vraiment pas cher. Faut mettre du subulata, j'avais pas vu. T'inquiète pas, ça va venir tout seul. Et donc, c'est un truc qui s'appelle Be Quiet. J'ai dû le payer, je sais pas, 10 ou 12 balles, un truc comme ça. Il y a une autre marque qui est un peu plus chère, qui est connue par les gamers, je crois, qui s'appelle Noctua. Et donc, ce ventilateur-là, il tourne. J'ai un, comment dire, j'ai une espèce de domotique vous allez voir, j'ai un espèce de capteur d'humidité et de température un peu bateau, et lui, il va aller par l'intermédiaire d'un logiciel qui est gratuit d'ailleurs, piloter une de mes prises connectées sur lesquelles j'ai branché le ventilo. Donc quand c'est en dessous de 80% d'humidité dans le terrarium, le ventilateur il s'arrête, et quand c'est au-dessus de 90, le ventilateur il démarre. Alors un truc important, c'est que l'air, vous allez l'intracter, c'est-à-dire que vous le faites rentrer de l'extérieur du terrarium vers l'intérieur. Si vous faites l'inverse, votre ventilateur en permanence, il va prendre de l'air chargé à 80% d'humidité, il va tenir 3 mois et dans 3 mois, il est tout rouillé. Ok. Donc si vous faites un truc, c'est l'air qui rentre, il faut bien faire rentrer l'air et pas faire sortir l'air humide. C'est ultra important, quoi. Becquet, la meilleure marque, bah, je connais pas, tu vois. Bah écoutez, encore une autre référence pour ceux qui veulent voir. Donc celui-là, c'est un Pure Wings 2. J'en ai acheté 5, je crois, je crois qu'il y avait un lot de 5. Donc c'est un ventilo de PC classique. Au bout, vous avez une broche, vous coupez, voilà, vous dénudez les fils. Et puis après, ça, vous allez le brancher sur c'est du 12 volts, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Ouais, c'est du 12 volts. Donc je vous conseille, sur Amazon, il y a des espèces d'adaptateurs 12 volts. De quoi? Becquet? Non. Be Quiet. Ah, pardon, oh là là, désolé. J'arrive pas à lire en fait, le chat il est tout petit, excuse-moi. Je pensais que c'était une autre marque. Be Quiet, ouais, c'est ça. Et en fait, vous allez prendre le plus et le moins du ventilo. Et ça, vous allez pouvoir le mettre sur un adaptateur secteur, vous savez que vous avez en 12 volts. Et sur Amazon, je pense que vous allez trouver, vous avez des adaptateurs sur lesquels à l'intérieur du transfo, vous avez une espèce de petite vis que vous pouvez régler. Et le ventilo, vous pouvez le régler enfin l'adaptateur secteur, vous pouvez le régler entre 1,5 volts et 12 volts. Et en fait, comme c'est des trucs super simples, et c'est ce qu'on appelle des moteurs synchrones, le voltage que vous allez rentrer dans le ventilo, ça va définir la vitesse à laquelle il tourne. C'est-à-dire que là, le ventilo, j'ai pas besoin de le faire tourner à fond, ça ne tourne pas à fond jamais, j'ai dû le régler sur 4 ou 5 volts, quelque chose comme ça. Et en fait, il tourne tout doucement, il fait pas du tout de bruit, il est au milieu de ma salle à manger, il doit faire, je sais pas, une douzaine de centimètres de diamètre. Vous voyez, un ventilo de PC, quand ça tourne, ça fait un peu de bruit, quoi. Là, on n'entend absolument rien du tout, quoi. Donc un adaptateur, il n'y a pas de souci, vous le mettez, vous le réglez, et vous pouvez régler comme ça la vitesse de votre ventilo, ça vous évite
de prendre soit un ventilo trop petit qui va tourner trop vite, soit un truc trop gros qui va être insupportable sur le terrarium. Voilà, c'est vraiment le tips important, quoi. Avec grille haute et basse, tu mets du ventilo aussi. Ouais, ouais, tu dois pouvoir, ouais, bien sûr, y a pas de souci. T'as la gamme Shadowing de Be Quiet, c'est inaudible. Bon, bah voilà, vous avez d'autres références chez Be Quiet, si jamais il y a besoin. Donc voilà pour la partie ventilation, ultra importante pour moi, je pense. Photo suivante, un peu le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous voyez le petit boîtier blanc, c'est celui dont je vous parlais. C'est du matériel d'une boîte chinoise qui s'appelle Switchbot. Ils font leur produit phare, c'est un espèce de petit robot qui ouvre et qui ferme en domotique vos rideaux. Donc vous l'accrochez sur votre tringle à rideaux et puis le matin il ouvre et le soir il ferme les rideaux tout seul. Bon voilà. Et ils font ces petits appareils là qui valent, je sais pas, 15-20 balles. Ils font pas mal de Black Friday. Donc au Black Friday ils font des 30-40% de réduction. Donc ils sont bien, ils sont résistants. Bon, la fiabilité, c'est pas, voilà, c'est pas incroyable. Je dois en avoir 7 ou 8. Il y en a deux qui sont en panne au bout de 3 ans. Donc c'est un peu du consommable, mais c'est quand même ultra efficace. Et ce truc-là, il est relié à un logiciel qui s'appelle IFTTT, If Then Then That, je crois. C'est un logiciel que vous pouvez utiliser sur votre téléphone et qui vous permet de connecter entre eux différents appareils. Donc le SwitchBot, qui est celui, le petit appareil là, vous pouvez le connecter à IFTTT à travers un hub. Alors si vous voulez vraiment les détails, je vous expliquerai, vous me demandez. Je vous explique. Donc si vous mettez ce petit hub là, ça va connecter à IFTTT. Et dès qu'IFTTT il voit que il y a moins de 80% d'humidité ou plus, eh ben, il envoie un ordre à une prise connectée de chez Mero, ce que je vous avais déjà présenté. Et ça permet d'allumer ou éteindre la prise simplement. C'est vraiment pas cher comme domotique. C'est pas ultra fiable. Je crois que chez IFTTT, vous avez le droit à 2 automatismes gratuits sur le compte gratuit. Donc il y a un automatisme, c'est j'allume le ventilo au-dessus de 90%. Et le deuxième automatisme, c'est je l'éteins en dessous de 80%. Si vous avez plusieurs environnements, il vous faudra un compte payant qui coûte, si je dis pas de bêtises, 6,50 € par mois, quelque chose comme ça. Donc c'est ultra abordable. Si vous avez des questions sur ce truc-là, vous me le dites. Je vais regarder ce qu'il y a dans le chat parce que je vois pas les infos. Hop. Tac. Je voulais dire ventilo obligatoire sur un vrai terrain avec grille haute. Ah oui, d'accord. Oui, de toute façon, ventilo obligatoire tout court. Je pense que ça, un Raspberry Pi, des Sonoff. Ouais, Sonoff c'est pas mal aussi. Home Assistant. Oui, c'est un peu, c'est la même, c'est quasiment la même archi, hein, le Raspberry, les Sonoff et tout. Il n'y a pas de, y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est le modèle le plus simple et vraiment le plus efficace, quoi. Après, ça dépend de la qualité que vous voulez, si vous en avez besoin sur beaucoup d'environnements, si ça doit être ultra précis. Là, ça réagit vraiment ultra vite, hein. En 10 secondes, la commande, elle est passée. Et donc voilà, c'est vraiment ultra efficace. Je vais remettre ça. Voilà. Et je repars sur mes photos. Je continue. Voilà l'ensemble du Terra. Alors, les rails qui sont là, c'est des rails qui ont été faits sur mesure par un de mes amis qui donc tenait une boîte de LED qui, je crois, ne fonctionne. Enfin, il a plus trop le temps de s'en occuper, du coup, elles sont pas dispo. Et en fait, je lui ai demandé, je sais pas si ça se voit bien, je lui ai demandé de me faire un rail de LED. On va voir les photos après, mais d'un côté, je voulais faire des tests de différence entre des différentes températures de couleur. Donc, j'avais parlé dans ma conf, qui est la chaleur du blanc, en fait. Vous savez, il y a du blanc froid qu'on qualifie en 6500K en Kelvin. Et puis vous avez du 3500K qui est du blanc plutôt jaune. Et en fait, à gauche, vous avez du 3500K. Ici, c'est plutôt du blanc jaune. Et à droite, c'est plutôt du blanc froid. Vous voyez qu'il y a un peu de diff. Alors, c'est pas les mêmes plantes, du coup, c'est compliqué de comparer. Mais en fait, la différence n'est pas énorme. Sachant que le 3500K agit aussi sur le 6000K qui est ici. Donc ça pousse bien, ça pousse sans doute un peu mieux sous du blanc chaud. Mais voilà, ça me permettait de faire le test. Donc là, c'est des rails de LED un peu classiques dans des châssis en alu. Les trois sont posés sur un driver qui permet de faire la modulation. Donc il m'avait fait 3 rails sur mesure de 50 watts chacun, ce qui fait 150 watts. Pour les NEP, là, c'est
rédhibitoire. We got a winner. I said we got a winner. We got a winner. Est-ce qu'on revient là? Ouais. Attendez, je regarde qui a trouvé un mot-clé. Mhm. Aquatique, tu as trouvé le mot ventilation. Bravo. Joli. Bon, il y a une petite erreur dans le soft, mais voilà. En tout cas, tu as trouvé le mot ventilation qui correspond à... Attention, qu'est-ce que tu as gagné comme cadeau? Tu as gagné 20 graines de Dionée par chamallow carnivore. Et bah écoute, c'est juste la bonne période pour aller les planter. Félicitations. Merci de ta participation à ce chat, c'est cool. C'est bien, quand on participe, on gagne des trucs. Vous voyez qu'il marche ce chat, Hanoï? Tu vois qu'il marche ce chat? Oh. Euh, Bon, je continue ma petite explication. Donc ce rail de LED là, il est donc sur mesure. Il y a 3 fois 50 watts. Mais moi, je le fais tourner, je crois, de mémoire, parce que la prise connectée, elle permet de savoir, autour des 70 watts. Et c'est un terrarium qui fait 90 sur 40 sur 60 de hauteur. Donc vous voyez que c'est vraiment en termes de consommation, c'est vraiment pas beaucoup. On consomme, ouais, ça doit coûter une vingtaine de centimes par jour, quelque chose comme ça. Donc c'est un terrarium à 6 € par mois, quoi. Voilà, 5, 6 € par mois d'éclairage. Donc normalement, vous n'êtes pas embêté. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer sur cette photo? Je vais remettre, hop, ce truc-là. Et Aquatique, faudra que tu me rappelles que tu as gagné un truc, hein, parce que moi, je vais oublier. La suite, voilà, je voulais vous montrer les rails. Vous voyez qu'à gauche, c'est du blanc chaud. À droite, c'est du blanc un petit peu plus froid. Désolé, il est un peu dégueu le Terra. Les photos sont pas ouf. Mais voilà comment c'est réparti. Ça me permet de les poser comme je veux en haut. Il m'avait fait des petits supports pour supporter sur cette plaque de verre qui y était déjà. Et donc c'est ultra pratique, hein. Il y a voilà, des petits supports en métal. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai quelques photos bon, le téléphone n'est pas terrible. Et quelques photos de mes petites neps à l'intérieur. Alors la Gaia là, Nepenthes Gaia, alors je sais que c'est un hybride, hein, qui est ultra prolifique, mais elle fait des urnes énormes, quoi. Franchement, c'est génial. Quelques autres petites plantes, ça vient de chez Cédric. Ça, c'est une Nepenthes Big Bang de mémoire que j'ai depuis au moins 3 ans. Là, il y a quelques autres plantes. Ampoularia, c'est aussi de chez Cédric, ce truc-là. T'as pas compris le jeu? Le jeu, je vais le réexpliquer. C'est qu'en fait, il y a une vingtaine de mots à trouver qui sont pas forcément en relation avec les plantes carnivores, hein, mais c'est des... Qui a gagné? J'ai bugué. C'est toi qui as gagné, je crois. Je crois que c'est toi qui as gagné, en fait, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est toi qui as gagné. T'as gagné des 20 graines de Dionée de chez Chamallow Carnivore. Bravo, avec le mot ventilation. Donc pour expliquer, il y a des mots à trouver, et si jamais tu trouves un mot ou tu tombes sur un mot en discutant sur le chat, eh bien tu gagnes des choses, il y a des plantes à gagner, des graines, il y a ce genre de choses, il y a des comptes VIP sur mon site, voilà, il y a ce genre de choses. Bravo Aquatique, hein, c'est toi qui as gagné, hein, je suis pas fou, attends, je vais vérifier. Parce que c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est l'enfer. Où est-ce que c'est ça? Tac. Ouais, bien vu. Ventilation, t'as trouvé le mot ventilation, c'est ça. On continue un peu sur les neps. Ah, la Bicalcarata dont on a parlé tout à l'heure, qui donne une petite plante sympa chez moi. Alors on voit qu'il y a quelques petites traces ici. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu en faisant les photos tout à l'heure, je jetterai un œil. Enfin. Ouais, tout arrive, tu vois. Il y a un œil qui a gagné l'autre fois. Il y a quelques personnes qui ont gagné. Il y a Asken qui a gagné l'autre fois des graines. Voilà, tu vois, ça arrive. Ça, c'est une Louis, si je dis pas de bêtises. Je me demande si c'est pas... Je sais pas d'où vient ce dépôt là. Je regarderai. La prise connectée dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est la prise de chez Meros. Prise qui vaut... C'est du chinois aussi, hein. Qui est trouvable sur Amazon sans problème. Euh, c'est du Meros qui doit coûter 15 ou 20 balles pièce, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. C'est de la connexion Wi-Fi, donc ça se connecte à votre réseau Wi-Fi. Donc en général, sur ce genre de choses, on vous conseille de faire un espèce de réseau Wi-Fi en dehors de votre réseau domestique pour des questions de sécurité. Donc si vous avez un réseau public Wi-Fi sur votre box, utilisez-le plutôt que votre réseau privé, c'est toujours plus sécurisant. Et derrière, j'ai la prise qui permet d'allumer et d'éteindre la lumière simplement. C'est grâce à ma fidélité. Exactement, tu es récompensé.
Je ne sais pas aller sur Discord. Sur le Discord. Bah, c'est pas grave. Normalement, t'as pas besoin d'aller sur le Discord si jamais t'es. Bah, je sais pas pourquoi. Bah, on en discutera après si tu veux sur le Discord, y a pas de problème. Là, je vous montre la coupe de côté du ventilo. Donc, je l'ai simplement suspendu avec des vis, hein. Je me suis pas embêté. Ça vibre pas sur le truc, donc il y a pas de souci. C'est vraiment, et je vous dis, ça fait vraiment aucun bruit, quoi. Ça, c'est le deuxième terrarium. Ça, c'est celui qui est dans la cave, donc il est un petit peu plus gore et il est un petit peu plus tout seul. Et je m'en occupe pas trop pour tout dire. Il lui gère un peu tout seul. Donc là, j'ai mis mes Elianphora. Certains d'entre vous reconnaîtront des commandes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un rail de LED au-dessus de chez Liontech, qui à la base est un rail de 100 watts qui a subi un dégât sur une des LED. Et du coup, il y a une partie du rail qui marche plus, vous voyez à droite. En fait, il y a une LED rouge qui a sauté et du coup, ça a arrêté cette partie de la plaque. Donc je me retrouve avec en fait un rail de LED de 70 watts avec du blanc chaud, du blanc froid et de l'infrarouge, pardon, qui est en fait visiblement assez intéressant pour les hélianphora. J'en avais parlé pendant ma conf. Donc vous voyez toujours mon petit capteur là qui marche pas parce qu'il faut que je change les piles et donc qui est suspendu au-dessus pour garder l'humidité parce que je sais qu'il y a besoin d'humidité pour les hélianphora. J'ai pas fermé complètement. J'ai découpé dans du verre synthétique à la Dremel d'ailleurs, ça se découpe ultra bien au disque pour découper le métal. Vous faites tourner pas trop vite et en fait le verre synthétique comme ça se découpe ultra bien quoi. Je pensais pas, je pensais éclater les trucs en plusieurs et en fait bah pas du tout. Voilà pour ces photos. À l'intérieur, comme les hélianphora, il faut les brumiser plusieurs fois par jour. J'ai décidé d'ajouter des petites buses comme ça en laiton que j'ai acheté sur, je sais plus, Le Bon Coin, quelque chose comme ça. Et en fait, simplement, j'ai un circuit ici à l'intérieur de la barre en métal, c'était pour cacher que ce soit propre. J'ai des tuyaux d'aquarium hein, qui permettent de faire de l'apport d'eau. Et des tuyaux qui sont comme ça, là, vous voyez, transparents, pas transparents mais blancs. Et donc, bah, j'ai fait un espèce de montage avec des coups dans les tons. Tac, ça fait tout le tour, vous allez voir. Ici, sur le dessus, vous avez bah, le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le ventilo qui tourne. Là, on a l'impression qu'il tourne pas, mais en fait, il tourne. Celui-là, il tourne en permanence. Je l'ai laissé, j'ai dû le mettre sur 5 watts, 5 volts. Et donc, il tourne en permanence et il souffle l'air à l'intérieur. Et donc, on a sur le côté, j'ai une petite réserve d'eau que j'ai fermée ici. Il est assez haut cet aquarium 60, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est de l'arrosage automatique. Il doit faire 60 de haut sur 90 de large et entre 30 et 40 de profondeur parce qu'il est bombé en fait devant. C'est un aquarium que j'ai trouvé devant chez moi avec la table et bah, l'aquarium. Ils étaient quasiment tout neufs pendant les encombrants, donc je les ai mis dans ma voiture. Il y a un mec qui a abandonné ça pour les encombrants. J'ai regardé, t'as un aquarium qui vaut 250 balles de base quoi. C'est un truc de chez Jewel, je crois. Et du coup, j'ai eu la chance de tomber là-dessus sur les encombrants. Donc bah, j'en ai profité et j'ai bien fait. Donc j'ai fermé la partie droite de l'aquarium avec une plaque en PVC transparent. J'ai fait du joint silicone. C'est Cyril qui m'avait donné un coup de main, je crois, à l'époque, qui m'avait donné des infos. Silicone pour les aquariums, attention, parce que le silicone de salle de bain, c'est pas très bon visiblement. Et donc j'ai fermé pour avoir une réserve d'eau à droite et pas avoir de l'eau tout le temps au fond du terrarium. Donc j'ai une réserve à droite, vous allez comprendre. Il y a une pompe ici qui permet donc d'alimenter bah, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça là. Ça fait un espèce de rectangle. Et en fait, quand la pompe, elle pompe l'eau qui est dans le réservoir, ça va aller asperger ici une espèce de brume. C'est dommage, j'ai pas fait de vidéo. La totalité des hélianphora, 3 fois par jour et pendant 15 minutes, 15 secondes, pardon. Et strictement la journée, donc ça doit être 8h, 14h, 20h, quelque chose comme ça. Et donc ça c'est l'autre pompe, j'ai une deuxième pompe dans le bac des hélianphora qui permet le matin à 3h du matin de vider le surplus d'eau qu'il y a ici et de le remettre de l'autre côté, de l'autre côté de la paroi qui est là, pour pouvoir être repompé et donc réinjecté dans le terrarium à la prochaine itération de l'aspersion. Et en entrée, en sortie de cette petite pompe qui ramène tout dans la réserve d'eau, j'ai mis cette espèce de filet en organza là, vous savez les trucs pour les dragées.
ici, ce qui fait que la flotte arrive là, et en fait je récupère toutes les saloperies qui passent dans la pompe, parce qu'après ça pourrit le bac. Donc j'ai trouvé ça, de temps en temps je le change, ou je le nettoie, ou voilà, il n'y a pas de problème. J'ai pris un petit pot en plastique pour l'hydroponie. Ouais, au fond c'est un mur, parce que je suis dans une cave, et du coup c'est un mur en pierre apparente, ouais c'est ça. J'ai pas mis de millard au fond pour que ça réfléchisse la lumière, parce qu'il y en a suffisamment, et moi ça me va bien comme ça, quoi. Donc ce petit sachet en organza qui retient les saloperies qui tombent. Et puis j'ai percé un pot hydroponique que j'ai mis là pour bien tenir le filet, sinon ça fait pas un truc propre, quoi. Bon, voilà. Hop, quelques photos. Ça c'est la pompe qui est dans la... Ça c'est celle qui injecte l'eau dans le terrarium. Donc elle est relativement puissante parce qu'il faut quand même un peu de débit. Et ça c'est donc les petites buses. En tournant les trucs autour là, vous pouvez changer évidemment le volume qui est brumisé et puis sur quelle circonférence, quoi. Et là, le support que j'ai mis sur les côtés. Donc ça monte en pression ici et puis ça asperce des deux côtés. Un truc important, ça c'est un tips que j'ai appris après. Alors là, vous avez une prise connectée de chez Meros aussi, qui est une prise qui vaut 30 ou 40 euros. Dessus, vous avez des ports USB qui sont activables avec le téléphone. Donc ça, c'est des prises qui se managent avec une application téléphonique. Vous pouvez faire des routines. Le matin, j'allume à 8h, j'éteins à 22h. Telle condition, telle condition. Vous pouvez faire des scènes et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc, il y a cette USB là qui est commandable. Vous allumez ou vous éteignez tout l'USB. Et après, vous avez 4 prises, je crois, qui sont des prises secteur classiques et qui sont commandables avec une routine aussi. Donc vous pouvez vous en servir directement pour faire de l'aspersion, pour allumer, voilà, le ventilo, moi il est là, il est allumé tout le temps. Mais vous avez la LED qui est pluguée ici. Et par contre, le problème de ces trucs Meros, c'est qu'ils sont pas pilotables à la seconde, c'est à la minute. Et je trouvais qu'une minute d'aspersion, c'était un peu trop. Donc j'ai acheté du matos de chez Trixie, c'est ce petit programmateur-là. Et ce programmateur, c'est le seul que j'ai trouvé, enfin qu'on m'a conseillé en tout cas, qui est pilotable à la seconde. Donc avec lui, je peux faire des aspersions de 15 secondes. C'est ultra pratique, quoi. C'est chauffé tout ça? Non, c'est pas chauffé. Je suis dans une... Le résultat est classe, merci beaucoup. C'est pas chauffé, je suis dans une cave semi-enterrée dans laquelle passent mes tuyaux de chauffage central. Donc en gros l'hiver ça descend au max la nuit à 15 degrés et en été ça monte le max la journée à 25. Donc tu vois, il y a bien, c'est vraiment, ça c'est évidemment hors gel parce que les éniophora, il n'est pas question que ça gèle, enfin en tout cas pas celle-là. Mais voilà, on est entre 15 et 25 quoi. J'ai pas besoin de dépenser d'énergie pour que ça chauffe. Et si vraiment tu veux un peu de chauffage, tu trouves de la LED étanche, tu la mets à l'intérieur et tu arrives à contrôler un peu la chaleur dans ce truc avec le ventilo dessus. En général, ça se passe bien quoi. Est-ce que j'ai d'autres photos? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Bah voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On vous retrouve tous les deux. Voilà, vous êtes là. Ok, c'est parfait, tout le monde est là. Nickel. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite presse. Alors il y a pas mal de trucs à savoir. Voilà, le plus important c'est la ventilation obligatoire. L'éclairage évidemment c'est important. Savoir quand même les températures avec les outils qu'on a maintenant, le petit truc de chez Switchbot là. Nicole, je vais pas y arriver. Quelqu'un nous avait parlé l'autre fois des Inkbird. C'est ça, c'est Sébastien Joliot qui avait fait une vidéo sur les Inkbird, je crois. C'est des petits capteurs aussi qui marchent, je crois, en Wi-Fi ou en Bluetooth, je sais plus. Est-ce que vous avez peut-être des marques à conseiller là sur les capteurs d'humidité-température? Est-ce que vous avez des choses dans le chat ou peut-être vous deux, si vous avez des... Qu'est-ce que vous utilisez comme matos, vous, par exemple, Martial, qu'est-ce que tu utilises toi comme marque d'humidité-température? Est-ce que tu contrôles ou pas du tout? Non, pas du tout, du tout. Pas du tout. Ok. Aude, est-ce que Non, toi non. tu utilises quoi? Ouais, j'ai un truc basique là, deux sondes qui fait température et humidité, mais c'est des trucs C'est des infos quoi. qu'on utilise. Ça, tu Comment? peux pas, ça pilote rien. T'as pas d'interface avec le reste. Non, ça pilote Ok. rien du tout, c'est juste Ok. que c'est affiché. Tu le sais, d'accord. Alors Inkbird, c'est ça, je dis pas de bêtises. Inkbird, j'en ai deux. J'en ai ici deux conseillés par Sébastien. Ouais, c'est ça. C'est bien, simple d'utilisation et pas cher. Ça m'a fait une vidéo là-dessus. Ouais, il me semble bien avoir vu passer ça.
Donc voilà, Ingbird, Switchbot, tout ça. Sachant que le Switchbot, vous pouvez aussi le piloter en... En fait, il se pilote en Bluetooth. Il permet de récupérer toutes les données sur le téléphone. Donc vous avez des graphes, humidité, température, pression aussi, je crois. Pression de l'air, bon, c'est pas très important pour nous. Et en fait, vous pouvez mettre les infos, enfin accéder aux infos sur le net en achetant un truc qui s'appelle un hub. Et en fait, c'est ce petit hub en forme de nuage là qui fait une dizaine de centimètres de long, qui se connecte en fait avec votre box et en Wi-Fi. Et donc, ce truc-là permet de rendre accessible sur le net les infos. Et c'est ce qui fait que moi, je peux connecter mes prises Meros dessus, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, vous pouvez très bien juste regarder les températures, les remonter sur votre téléphone, et puis rien piloter du tout avec, hein. Mais voilà, c'est une possibilité qu'il y a, quoi. Donc voilà, bon matériel plutôt de qualité, entre guillemets. Il y a certainement des choses qui sont plus pérennes, mais en tout cas, pour l'instant, l'investissement vaut le coup. Et de temps en temps, ils font des packs de 3-4 hygromètres, thermomètres comme ça. Donc bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas, c'est pas mal. Je vous dis, j'en ai deux qui sont tombés en panne sur 8 en 4 ans, quoi. Donc c'est pas très cher, mais c'est pas la meilleure qualité qu'on puisse trouver. C'est un bon compromis, je pense. Après, il y a sans doute d'autres marques qui font des choses un peu plus compliquées en termes de domotique, quoi. Pour le reste, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, bon, sur les éclairages, on peut en parler à part. Ventilation, ouais, les énerphora, par contre, comme elles doivent pas être dans les pieds dans l'eau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petits morceaux de tube PVC que j'ai posé à la verticale et dessus, j'ai posé une plaque en métal ajourée. Donc ça fait un espèce de caillebotis, si vous voulez. Et par-dessus, pour éviter que les plantes soient posées direct sur le caillebotis, j'ai mis du géotextile. Donc c'est cette espèce de matière en espèce de feutre avec d'une espèce de tissu compressé qui coûte pas très cher, hein, qui permet en général dans les jardins d'éviter que les mauvaises herbes poussent. On met ça sous les, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, on met ça sous les cailloux quand on veut éviter, quand on veut mettre des cailloux dans son jardin et qu'on veut éviter que ça pousse. Je regarde rapidement les messages. Si tu veux bien faire un article sur la domotique, ce serait cool. Pour résumer, ah là, eh ben figure-toi qu'il y a un article dessus sur l'aide-horticole.eu, horticole au pluriel. Sauf que il faut avoir un abonnement, je crois, chez nous. Mais comme tu es un bon client des conférences, tu me le rappelles en même temps que ton cadeau la prochaine fois. Et puis je te ferai passer une copie de ça. J'ai expliqué comment j'ai fait le montage domotique à la maison. À la fois ce petit montage-là et j'ai un autre montage qui est en partie utilisé sur un autre espace dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui fonctionne avec une box domotique française qui s'appelle II Domus, EE Domus. Et c'est un truc sur lequel vous pouvez mettre des caméras de surveillance, voilà, un certain nombre de choses. Et ça permet aussi de piloter ce genre de petits appareils, quoi. Donc voilà. Mais si tu veux, je t'expliquerai comment ça marche, ouais, pas de problème. Pas de souci avec ça. Je vous en avais parlé aussi. Je crois que j'avais fait dans une table ronde. Je crois que j'en avais parlé. Il faut regarder sur les replays YouTube. Je crois que j'avais fait une démo de comment c'était fait chez moi en vidéo. Donc si as le courage de rechercher dans les vidéos, je sais pas si je l'ai mis dans la description, mais il y a un endroit où j'ai fait une petite presse de la domotique. Je sais plus où exactement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les terrariums. Moi, c'est l'expérience que j'en ai. Je sais qu'il y a des gens qui font un peu différemment. Perso, j'ai tendance à utiliser des petites LED qu'on appelle... attends, je vais jamais retrouver. Des LED SMD. Donc c'est vraiment des LED qui sont pas très puissantes. On en met beaucoup. C'est typiquement ce qu'on utilise pour les éclairages à la maison, quoi. C'est des toutes petites LED. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça éclaire de manière très homogène, mais pas très loin. Donc moi ça va, le terrarium il fait 60 cm de haut, ça va parce que le terrarium n'est pas très grand. Si vous avez un terrarium d'1,50 m, jamais vous pourrez utiliser ce genre de LED. Il faudra utiliser plutôt de la LED cob dont on a parlé dans ma conf et puis on en a parlé tout à l'heure. Je sais plus qui me disait que... C'est toi Occitanie qui disait que tu avais utilisé ça pour ton terrarium, je crois. Dans certains cas, c'est pratique, c'est de la LED plus puissante avec une homogénéité un peu moins grande. Mais bon, voilà, c'est spécifique pour certains cas, quoi. J'ai un terra à monter, ça va bien me servir. Oh, bah, si t'as besoin d'un coup de main. Surtout, bah, n'hésite pas. 22h47, ça passe tellement vite. J'espère que j'ai pas parlé trop longtemps. J'espère que c'était intéressant.
J'espère que vous avez appris des trucs. Je vais reprendre notre programme de la table ronde. On a parlé du sondage. Ça, on en a parlé, c'est bon. Je vais parler, pour finir, du 1er mai. Alors, le 1er mai, journée internationale des plantes, journée mondiale des plantes carnivores, qui a donc été créée par Christophe Banas, qui est un cultivateur polonais, il y a 3 ans. Ouais, c'était 2021, la première édition, qui est soutenue par l'ICPS. C'est une journée où, côté États-Unis, ils font des formations, ils font des cours, ils font voilà, ce genre de choses, des conférences. Nous, on ne l'a jamais vraiment trop fait. J'ai l'impression qu'en France, on n'utilise pas trop cette journée. Donc, on a décidé qu'on allait, nous aussi, il n'y a pas de raison, fêter cette journée. Et donc, on va faire un stream sur Twitch spécial entre 16h et 22h. Donc, c'est un jour férié. Si vous êtes dispo, vous êtes les bienvenus. On va avoir des visites de collection. Il y a Nathan François qui va nous faire visiter toute sa collection Terre Accro. On va avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre pour des tables rondes. On va avoir sans doute, j'en parlais au début, la visite un jardin des plantes d'une ville française, on va dire, une ville moyenne française qui a un très beau jardin. Et du coup, je connais quelqu'un sur Facebook avec qui je discute de temps en temps. J'ai parlé avec lui de cette journée. Il m'a dit, si tu veux, on peut peut-être faire des visites du jardin un petit peu toute l'après-midi. Donc 3-4 séances de visite. Donc il va prendre son téléphone et il va nous expliquer un peu comment lui il travaille, les plantes qu'il cultive, de quelle manière. C'est validé au niveau de la direction du jardin des plantes, mais c'est remonté jusqu'à la mairie parce que c'est une communication officielle, c'est sur le net, donc il faut la validation du cabinet du maire. Et donc j'attends cette validation avec impatience pour être sûr que ça va pouvoir se faire. Et donc j'espère qu'on pourra vivre ça ensemble. Il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. On va avoir un fabricant français de LED qui s'appelle VGD, les LED que je teste en ce moment, dont j'ai pas eu le temps de vous parler, mais dont je vous parlerai le 1er mai, qui va venir nous parler de son entreprise, de comment il travaille avec les plantes, de ce qu'ils ont comme produit, est-ce que c'est adapté pour les carnis ou pas, comment eux ils travaillent. Lui, il est biologiste, donc il va vous expliquer son métier et comment il travaille les LED en fonction des besoins de leurs clients. Et on espère faire des tables rondes, on espère peut-être faire quelques conférences. Il y a des gens qui vont nous expliquer des choses, que ce soit du débutant ou pas. Donc voilà, en gros, le programme. Et en exclusivité pour vous, c'est pas encore fait, mais on a 2 personnes totalement extérieures au monde des plantes carnivores sur les réseaux sociaux tels qu'on les connaît un peu tous. On a une personne qui est un prof de secondaire qui va nous expliquer, qui a demandé s'il pouvait faire une conf, donc ça arrivera sans doute à la rentrée en septembre. Une conf un peu poussée sur tout ce qui est biochimie, photosynthèse. Alors ce ne sera pas une conf de débutants, ce sera sans doute un peu pour les cultivateurs avancés, mais ça permettra aussi de creuser des sujets qui sont complexes. Comme ça, il y en aura pour tout le monde, hein. Je me doute que la culture du Drosera capensis, c'est bien, mais il y a certaines personnes qui se disent que peut-être il faut aller un peu plus loin. Donc il y aura de la biochimie, il y aura de la photosynthèse. Et on a une autre personne qui est dans un monde un peu différent, qui est un zoologiste et qui, lui, étudie, bon, je peux vous le lire, les éponges carnivores. Alors c'est un monde différent du nôtre, mais il y a quelques parallèles qu'on peut faire avec certaines plantes, hein, typiquement des Drosera. Et donc il a demandé si ça pouvait vous intéresser. J'ai décidé que ce serait bien qu'on en discute, qu'on élargisse un peu nos connaissances, qu'on regarde un petit peu les similitudes, les différences, parce qu'il y a quand même des stratégies de capture qui sont très très proches. En tout cas, pas les éponges telles qu'on les connaît nous, des éponges un peu spécifiques, des éponges carnivores du coup. Et donc, il va, s'il est d'accord avec la réponse que je lui ai faite, venir nous parler de ce sujet des éponges carnivores et on pourra voir la différence entre les stratégies de capture des plantes et donc des animaux en l'occurrence. Voilà. Alors, vous allez. Merci Vernon. Vous allez bosser un 1er mai, on reconnaît les grands passionnés, bravo les gars. Ouais, on cherchait un moment où tout le monde était là. C'est un bon moment, ça tombe le 1er mercredi du mois, donc le jour des conférences. C'est la journée mondiale des carnivores, c'est férié, si on n'en profite pas cette année, mais c'est pas la peine quoi. Donc voilà, on a décidé que ce serait comme ça et on est content quoi. Parc de la Tête d'Or. Perdu, c'est pas celui-là. Je dis pas, comme ça vous aurez la surprise.
Va falloir accrocher pour cette conf. Ouais, bah, je donnerai peut-être sans doute quelques petits indices avant sur les réseaux pour que vous commenciez à jeter un œil. Et puis, bon, il va vulgariser quand même un peu parce que. Mais bon, c'est intéressant d'avoir un petit peu les processus qui sous-tendent ce que font nos plantes, quoi. Donc voilà pour moi le 1er mai. Si certains d'entre vous veulent nous faire visiter leur collection, quelle que soit sa taille, si certains d'entre vous, même les plus amateurs, veulent venir dans des tables rondes, nous parler, nous parler des questions qui se sont posées, des solutions qu'ils ont trouvées, de leur environnement, voir un petit peu comment ça s'est passé, leur intégration, enfin leur arrivée dans le monde des carnivores, comment ils s'informent, en- à quel endroit, auprès de qui, bah écoutez, vous êtes les bienvenus, quel que soit votre niveau. Et puis, bah, j'ai reçu le bouquin que j'avais, je vous en parle quasiment à chaque stream. J'avais acheté un bouquin auprès de la boîte de Stephen McPherson sur les NEP et j'ai reçu mes 3 volumes sur les NEP que donc je partagerai avec vous à l'occasion du 1er mai. Il y a 3 volumes de 480 pages et il a mis 4 ans à les livrer. Donc je les ai commandés en 2000, j'ai regardé l'autre fois en avril 2000, quelque chose comme ça. Et je les ai reçus la semaine dernière. Et donc on partagera tous ensemble ces illustrations et les jolies photos, les explications. Bon, c'est un livre en anglais. Mais on fera quand même le tour de ces infos pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis peut-être vous donner envie d'acheter ce genre de bouquin. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter. 22h54. Je vous laisse peut-être un dernier mot si vous voulez dire quelque chose. Aude, est-ce que tu veux terminer ce stream par une petite observation, quelque chose? C'est bon pour toi? Je sais pas. Du coup, C'était bien? C'est bien passé? C'était cool? Bon, oui. bon, bah Non, parfait. ouais, c'était super intéressant. Franchement, surtout pour les serres extérieures, là, ça Ouais, donne bien des idées. Franchement, c'est génial. c'est inspirant, je suis d'accord avec toi. Ouais. Martial, est-ce que tu... Ben, Un dernier mot? non, pas grand-chose. Je suis content d'avoir participé, d'avoir pu vous donner un petit peu ma façon de voir les choses, de construire la serre. Et si ça peut donner des idées à d'autres personnes, bah, pourquoi pas, quoi. Écoute, merci beaucoup en tout cas, merci de votre présence, merci de votre disponibilité, de nous avoir fait visiter votre travail. Messieurs, dames, on était encore nombreux ce soir. Merci beaucoup pour votre soutien. Je remets un petit coup parce que c'est quand même aussi un peu ce qui nous fait avancer. Pour celles et ceux, je te remercie Hanoï pour ton sub de tout à l'heure, ton abonnement. Je vous montre un peu comment vous pouvez nous soutenir à travers un sub Prime, donc c'est gratos. Si vous avez un compte Amazon Prime classique, hein, celui à 56 euros par an, je crois, si vous avez ça, vous pouvez vous acheter un abonnement à notre chaîne Twitch et donc à nous soutenir. On va gagner un petit peu d'argent. Vous, ça vous coûte rien puisque c'est inclus dans votre Prime. Vous avez le droit à une fois par mois et donc vous pouvez nous soutenir avec ce Prime. Laurent, malgré sa cape de modérateur, n'a pas eu besoin de s'en servir. Mais c'était parfait. Très bon bouquin, Macpherson, ouais, quelques exemplaires, ouais, effectivement. Merci pour vos partages. Non, c'est pas celui de Nancy. Non, c'est pas celui de Nantes. Vous n'allez pas trouver, je vous dirai pas. Merci pour cette conférence. Merci à vous trois. Merci à vous d'être présents. Merci à vous deux de vous être libérés, d'avoir accepté de passer en live. C'est pas forcément facile. Et c'est pas forcément facile comme exercice. Et merci donc de l'avoir fait. Mesdames et messieurs, on se retrouve le 1er mai. Abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour avoir les notifs, notre chaîne Facebook pour avoir les événements en avance. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, c'est important, un petit pouce sur les vidéos YouTube. Je remets un petit coup les vidéos YouTube parce que on se fait de la pub. Allez, non, si, on va retrouver. Hop, est-ce que là, non, c'est pas ça. Tant pis, je vous le remettrai plus tard. De toute façon, c'est sur notre page Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis au 1er mai pour la journée mondiale des plantes carnivores. Mesdames et messieurs, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne À soirée. bientôt. Merci. À bientôt. Thank you.